Kazuya est un perdant désespéré et solitaire qui ne peut attirer que de la pitié, pas des filles, tout cela parce qu'il ressemble à un personnage Lego déprimé. Cependant, contrairement à vous, tout change pour lui lorsqu'un tissu qu'il a reçu de sa défunte mère se transforme soudainement en un esprit séduisant qui veut être sa petite amie et le séduire. Tout commence. Un jour, Kazuya se réveille d'un rêve étrange en classe et attrape par erreur le petit plan de sa camarade, et elle le punit immédiatement pour être un idiot. Plus tard, il se rend sur le toit pour réfléchir au rêve qu'il a eu. Il sort un morceau de tissu appelé hobby de son sac, qu'il a hérité de sa mère, dont il ne se souvient même pas d'une seule chose. Et il se demande pourquoi il apparaît dans son rêve. Il remet le tissu dans son sac et, alors qu'il se prépare à partir, il voit une perruque par terre et est surpris car il ne l'avait pas remarquée plus tôt en arrivant. Cependant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et passe à côté. Mais la perruque s'allonge soudainement et l'attrape, le choquant. La perruque tente alors de l'attaquer, mais soudain, quelque chose arrête l'attaque, et Kazuya se demande ce que c'est. Une voix étrange répond soudainement, lui disant que c'est un Amasogi, le surprenant. Avant qu'il ne puisse réfléchir à cela, la perruque lui donne un uppercut, le projetant hors du bâtiment. Mais heureusement pour lui, l'hobby émerge soudainement de son sac et l'empêche de toucher le sol. Elle se transforme en une fille sexy, le laissant sans voix, et il lui demande qui elle est. Mais elle se fâche et lui donne un coup de tête, le traitant d'ingrat pour ne pas l'avoir remercié avant de l'interroger. Une autre fille s'approche soudainement de lui et Kiriya l'informe que c'est l'hôte de la perruque animée. La fille étrange lance immédiatement une attaque sur Kazuya, mais Kiriya le sauve rapidement en allongeant son hobby et en l'emportant hors de danger. Elle dit ensuite au méchant que Kazuya est son esclave, surprenant Kazuya qui pense que le yokai raconte des bêtises. En entendant cela, Kiriya menace de le donner à manger au méchant parce qu'il la qualifie de yokai au lieu de Tsukumogami. Mais Kazuya les considère comme des synonymes. Elle lui dit d'accepter d'être son esclave s'il veut qu'elle sauve sa peau, et il accepte immédiatement pour ne pas mourir. Après l'avoir mis hors de danger, Kiriya et la méchante commencent un combat intense, la méchante lançant plusieurs attaques avec ses cheveux armés. Mais Kiriya esquive habilement toutes les attaques avant de la renverser avec un coup de son écharpe. Elle dit à la méchante de retrouver ses esprits, c'est la seule façon pour que son expiation soit légère. Mais la méchante se relève et lance encore plus d'attaques. Et tandis que Kiriya parvient à créer une barrière avec son écharpe pour les bloquer, deux épingles échappent à la barrière et touchent Kazuya, le blessant légèrement. Voyant cela, Kiriya se met en colère et l'attaque immédiatement, la soulevant dans les airs. Aussi, elle lance une attaque en utilisant le tissage en spirale, presque en la déséquilibrant, mais elle perce plutôt la perruque maléfique sur sa tête car Kazuya l'arrête. Plus tard, la fille est libérée et repose sur les jambes de Kazuya, puisque la perruque maléfique a été retirée d'elle. Il demande à Kiriya pourquoi la fille l'a attaqué, et elle lui dit que la perruque est devenue possédée par les sentiments de la fille pour lui, la transformant en Amazogi, ce qui le surprend. Kiriya lui dit en outre que s'il avait été capturé, il aurait été brutalement violé jusqu'à ce que sa luxure soit apaisée. Kiriya disparaît bientôt, et plus tard dans son lit cette nuit-là, Kazuya pense à la fille qu'il a rencontrée, se demandant comment elle le connaît si bien, alors qu'il ne semble rien se rappeler d'elle. Quelques instants plus tard, il se réveille d'un cauchemar pour découvrir Kiriya dormant confortablement dans son lit, ce qui le choque. Ça aurait dû être moi, pas lui! Il commence bientôt à parler et il réalise qu'elle est le Tsukumogami de l'hobby de sa mère. Après cela, elle commence à l'appeler serviteur parce qu'elle lui a sauvé la vie, même si elle est censée le servir à la place. Il va bientôt dîner avec sa sœur en la laissant dans sa chambre. Il revient bientôt et voit la chambre en désordre, mais il ne la voit pas. Alors il pense qu'elle est partie. Il se déshabille immédiatement et se dirige vers la salle de bain pour prendre une douche. Mais en ouvrant la porte de la salle de bain, il voit étonnamment une vue non censurée de son corps en 4K, ce qui l'embarrasse. Elle le punit immédiatement pour être un perdant. Cependant, il commence bientôt à développer l'intrigue sous la douche alors que Kazuya les suit par derrière. Le lendemain matin, Kiriya interrompt le sommeil de Kazuya. Et en se réveillant, il réalise qu'il a dormi au-delà de l'heure de l'école. Il se demande pourquoi son réveil ne l'a pas réveillé. Seulement pour découvrir que la stupide Kira a détruit le réveil. Kazuya court en classe de toutes ses forces, espérant arriver à l'école avant l'appel, mais il est déjà trop tard. Après le cours, la déléguée de classe, Shizato, le bat comme un voleur pour être arrivé en retard. Il pense que Kira est la cause de cela parce que, pendant qu'il se préparait pour venir à l'école, elle a aussi insisté pour venir. Il pensait que cela nuirait à son image devant les jolies filles de sa classe si Kira l'appelait serviteur devant tout le monde, alors il l'a trompée pour qu'elle entre dans une boîte et il l'a attachée avant de courir à l'école. Pendant le déjeuner, ses deux amis laits lui parlent de l'apparition supposée d'un fantôme dans l'école, et ils décrivent le spectre qui a attaqué Kazuya la veille, lui faisant réaliser que d'autres ont dû le voir aussi. Un des gars lui dit de tester son courage en emmenant une fille dans le couloir sombre pour développer l'intrigue avec elle.
Et pendant qu'il dit cela, le vilain discipliné apparaît derrière eux et leur donne la raclée de leur vie, leur disant qu'ils devraient vérifier à nouveau leurs rapports qui sont dus dans le prochain cours au lieu de s'engager dans des conversations stupides. Kazuya se souvient instantanément qu'il n'a pas encore rempli son rapport, alors il supplie son ami de le laisser copier le sien. Mais Chisato le saisit et l'entraîne, lui disant de venir le remplir immédiatement pendant qu'elle le supervise. À la bibliothèque, pendant qu'il remplit le rapport, tout en suppliant encore de le copier, elle se souvient quand elle allait chez lui pour lui donner des cours particuliers quand il était beaucoup plus jeune, car il a toujours été peu intelligent. Elle lui demande alors timidement si elle peut venir chez lui à nouveau pour lui donner des cours particuliers. Il veut accepter, mais se souvient soudain que Kira est à la maison, alors il refuse l'offre, ce qui la rend un peu triste. Il termine bientôt le rapport et se lève pour remettre le livre sur l'étagère, tandis que Chisato se dirige vers la sortie, mais elle a du mal à ouvrir la porte. Alors que Kazuya remet le livre, il voit soudain Kira et crie de choc, ce qui fait venir Chisato rapidement vers lui. Cependant, Kira se cache, tandis que Chisato voit Mazuya enflée, se demandant ce qui s'est passé. Il lui demande pourquoi elle n'est pas encore partie, et elle lui dit que la porte ne s'ouvre pas. Alors il essaie aussi, mais il ne peut pas l'ouvrir non plus. Il essaie de briser la fenêtre, mais il échoue aussi. Kira apparaît, et en réalisant qu'elle ne porte pas de culotte, Kazuya la porte rapidement et l'emmène dans un coin pour lui dire qu'elle n'aurait pas dû venir, mais elle le frappe. Elle lui dit alors que, s'il rencontre un malheur, alors c'est un Kamigami qui doit en être la cause, le surprenant. Elle explique que de tels Kamigami se divisent en deux catégories. La première est le Tsugumomo, comme elle-même, qui provient d'objets ou d'outils après de nombreuses années, et la Masuji, comme celui qui a attaqué, qui naît rapidement des émotions humaines. Elle ajoute que les Tsugumomo ont une conscience pleinement développée, tandis que les Amasuji sont comme des nouveau-nés. C'est pourquoi ils se comportent mal. Il retourne bientôt là où se trouve Chisato et Kira lui explique aussi la situation. Elle sort ensuite un pendentif spécial censé les aider à localiser la Masugi. Mais lorsqu'ils le testent autour de la bibliothèque, le pendentif réagit à tout, les rendant confus et embarrassés. Kira pense que son produit est faux. Elle essaie aussi de forcer la porte en activant une technique de tissage en spirale pour l'ouvrir. Elle s'ouvre, les menant à un autre endroit contenant une myriade de livres, et Kira réalise que tout le bureau est la Masuji. Soudain, les livres commencent à leur voler dessus, mais Kira les bloque en formant une barrière, se protégeant elle-même et les deux autres faibles. Plusieurs livres se rassemblent alors pour former un gigantesque livre Autobot qui commence immédiatement à les poursuivre alors qu'ils s'enfuient. En essayant d'échapper aux livres Autobot, des livres individuels commencent à les attaquer, mais Kira se rend vite compte qu'elle est la seule à être attaquée, ce qui la surprend. L'Autobot les rattrape bientôt et attaque à nouveau. Alors que Kira esquive les attaques de livres, un livre la dépasse et manque de peu de frapper Chisato, mais un autre ensemble de livres forme rapidement une barrière et le protège. Cela surprend Kira et elle réalise immédiatement que Chisato est la cause de la Masuji. Alors qu'elle continue de bloquer l'attaque de l'Autobot, elle dit à Kazuya de repenser à sa conversation avec Chisato depuis leur arrivée à la bibliothèque, le surprenant car il se demande quel rapport cela a avec le problème qu'ils affrontent. Cependant, il raconte les événements qui se sont produits et mentionne bientôt quand Chisato a demandé à venir chez lui et qu'il a refusé. Kiriya lui dit que c'est ça et lui demande ensuite de réaliser son désir. Alors Kazuya la saisit rapidement et lui demande si elle voudrait venir chez lui un de ces jours pour regarder Netflix et se détendre, ce à quoi elle accepte avec enthousiasme. Les livres s'effondrent instantanément et ils retournent à la bibliothèque. Pendant ce temps, une femme laide nommée Kukuyo observe tout ce qui se passe du haut d'un poteau avant de s'envoler. Le lendemain, Chisato rend visite à Kazuya chez lui et elle s'excuse auprès de Kiriya pour le problème d'hier. Mais Kiriya lui dit de ne pas se blâmer et explique qu'il y a une autre cause plus grande appelée le Malichéon qui est responsable de la distorsion de la réalité. Elle leur dit que l'incident de la bibliothèque a été causé par une densité anormalement élevée de Malichéon, ce qui est assez étrange car il est rare qu'un Malichéon suffisant s'accumule en un seul endroit pour produire un Amasoji aussi puissant. Suite à cela, Kukuyo s'approche de Shiro pour lui demander s'il est Kazuya. Mais il répond non, alors la dame se retourne pour partir. Cependant, Shiro, attiré par son énorme cargaison, ne laisserait pas passer l'occasion de les saisir. Alors il lui dit rapidement qu'il est son ami et peut l'emmener à lui. Une petite diversion. Il y a quelques années, Kazuya était dans le coma après un terrible incident. Et dans cet état, la Kukuri locale craignait qu'il ne se réveille soudainement, ce qui pourrait aggraver les choses. Elle a donc décidé de sceller l'excès d'énergie spirituelle ainsi que ses souvenirs de l'incident pour le stabiliser. Cependant, cela a coûté à Kiriya de perdre son pouvoir et de redevenir un simple hobby, puisque son propriétaire allait l'oublier. En continuant l'histoire, Kazuya arrive à l'école le lendemain et il est accueilli par un coup de pied volant de Shiro, qui le blâme pour tous les problèmes qu'il a rencontrés la veille.
La veille, Shiro a emmené Kukuyo dans un restaurant et lui a demandé de commander tout ce qu'elle voulait, les frais à sa charge, espérant qu'il pourrait coucher avec elle. Mais le crétin ignorait qu'il allait divertir une gloutonne qui commanderait tous les plats du menu. Elle a terminé le repas et est partie, le laissant régler toutes les factures tout en accumulant une énorme dette à son nom. Shiro continue de blâmer Kazuya, mais Kazuya lui dit qu'il ne connaît même pas la dame dont il parle, ce qui le fait penser qu'il ment. Pendant ce temps, la dame retourne voir le dieu local sans Kazuya, et Kukuri l'insulte pour s'être laissé emporter par la nourriture. Elle lui dit de retourner à son école et de la ramener, mais elle ne doit pas amener Kiriya. Elle apparaît soudainement dans la classe de Kazuya, et en la voyant, Shiro se met en colère, exigeant de saisir son intrigue rebondissante ou qu'elle lui rende son argent. Elle lui dit de venir, et tandis qu'il court vers elle, il glisse et tombe après avoir été frappé par l'outil de Chisato. Kukuyo dit à Kazuya de venir, mais Kiriya se transforme immédiatement en sa forme humaine et répond qu'elle ne l'emmène nulle part. Cependant, Kukuyo lui dit qu'ils n'ont pas demandé son avis dans cette conversation. Dommage émotionnel. La rendant furieuse, elle essaie d'attaquer, mais Kazuya la retient. Kiriya suggère alors de régler cela par un bras de fer. Si elle gagne, elle les accompagnera, sinon elle les laissera tranquilles. Ils se dirigent vers le toit et commencent bientôt à se battre, en utilisant seulement un bras, contrairement à la manière conventionnelle que tout le monde connaît. Alors qu'ils se battent, montrant leurs compétences, Kiriya attrape son pouce et la claque au sol, remportant ainsi le combat. Ils se dirigent tous vers le sanctuaire, avec Chisato qui les suit également. Et en arrivant là-bas, la déesse, qui devrait plutôt être un clown, apparaît avec un masque d'Halloween, surprenant les visiteurs qui s'attendaient à plus. Kukuri et Kiriya commencent à discuter, et il semble qu'il y ait eu une longue querelle entre eux. Kiriya lui demande pourquoi le seau est déjà brisé, puisqu'il devrait durer jusqu'à ce que Kazuya soit pleinement mature. Kukuri répond que le seau n'est pas complètement brisé et qu'il s'est seulement affaibli, mais que ses souvenirs liés à la vérité restent scellés. Cependant, Kiriya lui dit de réappliquer le seau et d'apaiser la perturbation de Malicéon dans la ville. Mais Kukuri dit qu'elle ne peut pas encore le faire et appelle Kazuya à devenir un purificateur de Malicéon, le choquant. Kiriya s'oppose immédiatement, mais Kukuri ne se soucie pas de ses bavardages et dit à Kazuya que les événements étranges qu'ils ont récemment vécus ne se produisent autour de lui que parce qu'il est la balise qui attire le Malicéon. Elle ajoute que les menaces causées par le Malicine doivent être traitées par leur propre cause, et tandis que Kazuya ouvre la bouche, confus par ce qu'elle dit, Kiriya l'attrape et essaie de s'échapper. Mais ils sont bloqués par une barrière invisible. Kukuri leur dit qu'ils n'iront nulle part tant qu'elle n'aura pas reçu de réponse positive de sa part, mais Kiriya n'est pas d'accord avec ses exigences. Kukuyo se met soudain à avoir des ailes, capture Chisato et l'emmène pour l'éloigner du combat qui s'ensuit. Kukuri met ensuite un autre masque d'Halloween et lance immédiatement une attaque en contrôlant l'eau, étant la déesse de l'eau. Et Kiriya se protège, elle et Kazuya, avec une barrière de son écharpe. Cependant, Kukuri brise la barrière avec une autre attaque, surprenant Kiriya, qui porte immédiatement Kazuya et essaie de s'échapper en s'envolant avec lui, mais est à nouveau arrêté par la barrière. Kiriya soupçonne qu'il doit y avoir quelque chose d'étrange chez Kukuri, compte tenu de l'affaiblissement soudain du seau et de son refus de montrer son visage. Elle vole vers elle et attaque avec le tissage du marteau, visant le masque sur son visage, mais Kukuri le bloque avec une barrière d'eau, avant de la projeter au sol. Kukuri dit alors à Kiriya qu'il était intelligent de sa part de viser le masque, car son pouvoir y est actuellement lié. Kiriya se remet sur pied et Kukuri se prépare à lancer une attaque plus puissante avec une incantation complète. Après avoir lancé un sort, elle rassemble une grande masse d'eau du ciel et la déverse sur eux. Kiriya protège immédiatement Kazuya et elle-même avec le tissage de murs, formation d'abri, sa plus grande technique de défense, choquant Kukuri. Cependant, cela fait rétrécir Kiriya, ayant utilisé beaucoup de son pouvoir. Kukuri la ridiculise et lui dit de reconsidérer la poursuite du combat puisqu'elle n'est pas en état de subir une autre attaque d'impact d'eau. Mais Kiriya refuse d'abandonner, surprenant Kazuya, qui suggère déjà qu'il le fasse. Kukuri déclenche une autre attaque. Et tandis que Kiriya essaie de les protéger cette fois, cela devient trop accablant pour elle, car elle est déjà faible, et l'eau brise le bouclier, les faisant se noyer immédiatement. Kazuya se réveille soudainement au Nirvana et voit une femme étrange et loufoque. Il s'énerve et essaie de partir, mais elle l'arrête et lui dit de sauver Kiriya, ce qui le surprend, car c'est un faible qui ne sait même pas comment se sauver lui-même. Il lui demande comment diable il va faire ça, et elle répond qu'il devrait devenir assez fort pour pouvoir la protéger au lieu d'être protégé par elle. Mais cela n'a toujours pas de sens pour l'idiot. Cependant, elle lui donne une stratégie à utiliser pour se sauver lui-même, et Kiriya à ce moment-là, en disant qu'il devrait utiliser une technique spéciale avec le vrai nom de Kiriya, ce qui le surprend.
Il se demande quel est son vrai nom, et la femme étrange lui dit qu'il le connaît déjà. Il se réveille avec Kiriya, en train d'échanger un baiser avec lui dans l'eau. Ils sortent tous les deux de l'eau, et Kiriya tente de se battre à nouveau. Mais Kazuya l'arrête et lui dit de revenir à sa forme d'Obi. Kiriya refuse d'abord, mais change bientôt pour sa forme originale, quand Kazuya lui dit qu'il va l'utiliser puisqu'elle ne peut plus se battre seule, puis utilise son vrai nom, Ayasakura, pour la commander en tant que maître, choquant Kukuri. Kukuri l'attaque immédiatement et il est projeté en arrière alors qu'il essaie de bloquer l'attaque entrante. Cependant, il bloque efficacement la prochaine attaque, puis Kukuri invoque le serpent flottant en utilisant la compétence du verre d'eau tourbillonnant, le terrifiant alors qu'il se demande ce qu'il va faire maintenant. Il se souvient de la femme qu'il a vue dans le Nirvana lui disant quoi faire lorsque Kukuri utilise une telle technique. Et il active immédiatement le tissage de bouclier. Elle envoie le serpent flottant pour l'attaquer immédiatement. Et il active rapidement le Water Sheet qui divise son attaque en deux. Puis, il se lance dans le ciel et attaque en utilisant le tissage en spirale qui commence à tourner. Kukuri essaie de le bloquer en créant une barrière de glace, mais l'attaque de Kazuya la transperce, la brisant. Cependant, Kukuri met la main sur Kiriya et tente de la tuer. Alors Kazuya accepte immédiatement de devenir un purificateur de malicine. Kukuri la libère et le ciel redevient clair. Mais alors que Kukuri se tient devant eux, son masque lait se casse soudainement et tombe, transformant immédiatement la déesse en collégienne, choquant Kiriya et Kazuya et l'embarrassant. Kiriya réalise que c'était ce qu'elle essayait de cacher et se met en colère. Ensuite, il s'assoit pour parler et quand Kiriya se rend compte que Kukuri les avait utilisés, elle devient très en colère et la harcèle. En rentrant chez lui, Kazuya n'arrive toujours pas à croire que Kiriya est maintenant une petite moche. Et elle lui dit qu'elle ne sera pas comme ça longtemps, bien que cela puisse prendre du temps avant qu'elle ne soit complètement rétablie. Plus tard, alors qu'il développe l'intrigue de la douche, Kiriya se souvient de la technique que Kazuya a utilisée plus tôt et en déduit que c'était la même que Kinaka, sa mère, utilisait toujours. Elle se souvient immédiatement d'un moment où elle était avec Kinaka en train de lécher une sucette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et Kinaka lui a dit de prendre soin de Kazuya si quelque chose devait lui arriver. Quelques jours plus tard, Kiriya va rencontrer Kazuya dans sa chambre et lui dit de se préparer pour l'entraînement afin de le préparer à son nouveau rôle de malice et purificateur. Mais le perdant lui dit qu'il va passer, ce qui l'énerve. Elle essaie immédiatement de le punir en le frappant avec son écharpe, mais elle découvre qu'elle ne peut plus se protéger, ce qui est arrivé depuis qu'elle a combattu Kukuri. Elle ajoute qu'elle est maintenant aussi faible, donc elle ne pourra pas protéger Kazuya lorsqu'un Amasogi apparaîtra de nouveau. Elle dit alors que c'est pourquoi elle doit l'entraîner jusqu'à ce qu'il soit apte à être un malice et cleanser. L'entraînement commence, et l'idiot paresseux et faible s'épuise dès qu'il commence à courir, surprenant son entraîneur, qui se demande s'il peut vraiment assumer ce nouveau rôle. Kiriya se transforme en Obi et lui demande d'utiliser la technique qu'il a utilisée lors du combat ce jour-là. Mais Kazuya ne se souvient plus comment il l'a fait, décevant Kiriya. Elle se demande comment il a pu montrer une telle maîtrise en combattant Kukuri et il lui dit qu'il est aussi perplexe qu'elle. Il continue la séance d'entraînement plus privée dans la salle de bain et pendant ce temps, Kiriya lui apprend l'existence des Tsukumogami, disant qu'ils ne peuvent exister sans les humains car le pouvoir de soutenir leur existence vient de leur lien avec leur maître. Elle ajoute qu'elle ne l'avait pas accepté comme son propriétaire jusqu'à leur bataille au sanctuaire. Et après avoir épuisé le pouvoir qu'elle avait accumulé, elle a dû puiser dans le pouvoir même qui soutient son existence, la laissant ainsi, ce qui est probablement aussi la cause de la croissance inversée de Kukuri. Pendant ce temps, au sanctuaire, Kukuri et son subordonné rencontrent des charpentiers pour les aider à réparer les récents dégâts du combat. Mais les charpentiers s'enfuient rapidement en entendant que le sanctuaire endommagé est aussi fauché et ne peut pas payer. Plus tard dans la nuit, il commence à pleuvoir abondamment. Et tandis que Kukuyo et Kukuri essaient de contenir la situation, le sanctuaire sacré s'effondre, transformant instantanément la déesse en orpheline sans abri. Mais Kukuyo lui dit qu'elle a un autre endroit en tête où ils peuvent rester. Le lendemain, il rencontre Kiriya et Kazuya en train de s'entraîner, même si c'est plutôt Kiriya qui passe sa colère sur l'idiot que de l'entraîner, et Kukuri demande à quoi cela sert. Kiriya répond qu'elle entraîne son sens du ranga, surprenant Kukuri qui se demande pourquoi le gars qu'il a vaincu lors du combat la veille s'entraîne aux bases. Kiriya lui dit que c'était juste un coup de chance car Kazuya est vraiment faible, ce qui choque Kukuri, qui commence à penser qu'elle a fait une grave erreur en faisant de Kazuya un malice et purificateur. Elle dit à Kukuyo qu'elle devrait commencer à aller à tour de rôle dans la direction de leur nouvelle maison, au lieu du sens opposé. Kiriya les suit plus tard jusqu'à leur nouvelle maison et se moque d'elle très fort en voyant la maison de jeu que la déesse appelle maintenant chez elle. Le lendemain, Kazuya se rend au bureau du président du conseil des étudiants, Tadataka, qui lui parle, ainsi qu'à Kiriya, des jeux de rôle sur table, des jeux de rôle joués avec un crayon et du papier plutôt qu'un ordinateur. Kazuya demande ce qu'il en est,
et Tadataka lui dit que l'association a pris le contrôle de la salle du club de recherche en sciences sociales, ce qui pose problème. Il leur dit aussi qu'il a envoyé un représentant pour les réprimander, mais qu'il est revenu en courant en parlant d'un monstre, surprenant Kazuya et Kiriya. Alors qu'il traverse le couloir en direction de la salle du club, il rencontre Osamu, et Tadataka réalise soudainement que la salle du club social a disparu. Kiriya décide de vérifier si c'est dû à un Amasogi avec son pendentif, et il réagit immédiatement, la choquant. Elle leur dit de partir rapidement car ils ne sont pas assez en forme pour gérer cela pour le moment. Mais ils réalisent bientôt que le couloir a été bloqué aussi. Un type très laid nommé Nakajima apparaît soudainement et dit à Tadataka qu'il doit accepter l'association de jeux de rôle sur table comme un club officiel et leur attribuer une salle de club, en lui donnant un formulaire à signer. Cependant, Tadataka n'est pas d'accord immédiatement sans réfléchir. Kazuya essaie de lui dire de faire semblant d'accepter pour que l'effet de la Masoji puisse être annulé, mais le président du conseil des élèves est têtu comme un taureau et insiste pour ne pas céder aux exigences de Nakajima. Nakajima sort immédiatement son carnet de croquis et y dessine un minotaure, invoquant aussitôt un minotaure qui commence à les poursuivre. Alors qu'ils essaient de s'échapper, ils découvrent que leur chemin est déjà bloqué. Alors ils entrent rapidement dans un laboratoire de sciences, mais ils ne savent pas qu'ils viennent de tomber dans le piège de Nakajima. Kiriya dit à Kazuya qu'ils doivent utiliser leur cerveau, car cela pourrait être leur moyen de s'en sortir. Alors Kazuya utilise ses cellules grises pour la toute première fois et réalise que le carnet de croquis de Nakajima est l'Amasoji, de sorte que tout ce qui y est dessiné se manifeste dans la réalité. Cela signifie qu'il devrait y avoir un moyen d'effacer les dessins. Alors que Tataka et Osamu essaient d'utiliser de l'eau pour combattre le Minotaure, Kazuya, utilisant toujours toutes ses cellules cérébrales, porte un extincteur et le pulvérise sur le Minotaure, effaçant immédiatement son bras dans le carnet de croquis, ce qui lui fait perdre son bras dans la réalité aussi. Cela leur donne un peu de temps pour fuir, mais ils se retrouvent face à un autre mur. Kazuya sort à nouveau son pistolet à peinture pour briser la barrière, mais il découvre qu'il y a une autre barrière. Nakajima apparaît avec son Minotaure et leur dit d'abandonner. Kazuya remarque un autre extincteur à côté du Minotaure et réfléchit à comment s'en emparer. Cependant, Tataka envisage de se rendre, se blâmant pour avoir mis les trois autres en difficulté. Mais Kazuya, qui pense être la véritable cause puisque la malice en sont attirés, le décourage rapidement de le faire. Il fait signe à Kiriya et elle se transforme en Obi, prête à se battre avec lui. Kazuya charge immédiatement le Minotaure en utilisant les leçons qu'il a apprises de la maîtrise Ranji. Il attrape finalement l'extincteur avec son écharpe avant de porter le coup final avec, vainquant le Minotaure. Nakajima devient sobre, comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et après avoir analysé son carnet de croquis, Kiriya lui dit qu'il doit être celui qui détruit la Masoji pour éviter de souffrir des conséquences d'une malice en expiation. Nakajima déchire le carnet de croquis, et alors qu'il pense que c'est fini, Nakajima fait un autre coup, invoquant ainsi un autre Minotaure, les choquant. Cependant, Osamu leur dit de ne pas s'inquiéter car il a toujours le carnet de croquis Amasoji avec lui. Il avait déjà déjoué Nakajima en échangeant le carnet de croquis avant de le lui donner, car il soupçonnait qu'il pourrait leur jouer un tour. Osamu dessine alors une créature plus puissante qu'un Minotaure qui brûle le Minotaure de Nakajima en une seule attaque. Échec et mat. Suite à cela, un type moche nommé Hiroshi trouve le courage, malgré son apparence, de confesser ses sentiments à Shisato sur le toit, mais elle le rejette et lui dit qu'elle aime quelqu'un d'autre, ce qui le rend furieux. Plus tard, en jouant à un jeu vidéo, il se sent mal d'avoir été rejeté par une fille moche avec qui il pensait avoir une chance. Puis, la malice affecte soudainement le jeu et il lui demande de faire un vœu. Le lendemain, Kazuya arrive à l'école et il pense qu'il est dans un jeu Siam, parce que tous les élèves se mettent par deux, discutant de comment développer l'intrigue. Il est distrait par la scène, se demandant ce qui se passe, et il heurte soudainement une fille. Il voit sa culotte et elle devient embarrassée, alors elle referme rapidement ses jambes et lui demande s'il a vu quelque chose. Un onglet apparaît soudainement devant lui avec 4 options pour choisir sa réponse, mais le gars choisit la mauvaise réponse, ce qui pousse la fille à le gifler. Plus tard, il arrive en classe et voit un onglet similaire s'ouvrir devant tout le monde, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Kiriya révèle que c'est l'œuvre d'un jeu de drague, Amasoji, un jeu de simulation de rencontre, ce qui le surprend qu'elle connaisse un jeu aussi suspect. Elle lui dit que le jeu Amasogi doit être quelque part dans l'école, alors Kazuya commence à chercher. Et pendant ce temps, il voit soudain Hiroshi jouer à l'amour avec Shisato, et il est choqué. Il appelle Shisato, mais elle lui dit de ne pas mentionner son nom, ce qui le surprend. Il demande à Hiroshi ce qu'il lui a fait, car elle l'a rejeté hier. Mais Hiroshi fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. Kazuya le presse de parler, mais Chisato le gifle avant de partir avec Hiroshi. Et en partant, Hiroshi lui dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire car personne ne peut le battre en pureté de cœur. Après son départ, Kiriya réalise immédiatement qu'il est l'hôte de la Masogi puisqu'il connaît le nom du jeu, ce qui choque Kazuya.
Il va rencontrer Osamu immédiatement pour comprendre les principes du jeu. Et après qu'Osamu l'ait expliqué, il dit à Kazuya qu'il doit augmenter son affection au maximum en donnant des réponses appropriées lors de sa conversation avec elle. Alors Kazuya part à sa recherche, et en la rencontrant, il commence à utiliser quelques astuces qu'il a apprises sur Reddit. Mais tout s'effondre quand il donne la mauvaise réponse, la repoussant. Kazuya revient vaincu et se demande ce qu'il peut faire pour sauver Shisato. Osamu révèle soudainement la méthode NTR, qui consiste à dire ou faire quelque chose de très spécial qui maximisera son affection en une seule tentative. Il ajoute qu'il devrait y avoir un indice dans leur passé puisqu'ils sont amis d'enfance. Après l'école, tandis qu'Hiroshi essaie de conclure l'affaire dans la dernière étape du jeu pour séduire complètement Chisato, Kazuya interrompt et sort 2 poupées de son sac, avec lesquelles ils jouaient quand ils étaient jeunes, lui demandant de se joindre à lui pour jouer à nouveau. Chisato revient immédiatement à elle et court pour étreindre Kazuya, choquant Hiroshi qui pensait déjà avoir conquis la fille. Il s'enfuit, embarrassé, et Kiriha et Osamu emmènent Kazuya et Chisato à l'infirmerie pour se reposer. Quelques instants plus tard, Kiriha et Osamu décident d'aller chercher Hiroshi également, laissant Kazuya et Chisato derrière pour se reposer. Cependant, après un moment, Kazuya se réveille de son court sommeil pour se retrouver déjà pris en otage sans vêtements, et Chisato assise sans sa protection sur lui, prête à monter son cheval. Ouais, bébé, ouais. Il lutte pour se libérer et la convaincre du contraire. Pendant ce temps, Kiriha et Osamu trouvent Hiroshi et il leur dit qu'il faisait tourner le jeu sur un PC dans le laboratoire informatique, choquant Osamu qui réalise immédiatement que c'est la version suspecte du jeu, ce qui signifie que Kazuya est en danger. Il court rapidement au laboratoire informatique pour éteindre le jeu, mais au moment où ils retournent à l'infirmerie, Kazuya a déjà atteint le climax. Suite à cela, Kiriha et Kazuya rendent visite à Kukuri dans sa belle maison, et Kiriha commence à la harceler pour ne pas avoir donné un rapport précis concernant le niveau de Malison dans la région, car plus d'Amazogi sont apparus récemment. Elle lui demande ensuite pourquoi son pouvoir a tellement diminué au point qu'elle est maintenant très faible et inutile. Elle demande si cela a un rapport avec la raison pour laquelle elle a choisi Kazuya pour être un purificateur de Malison, mais Kukuri refuse de répondre même si Kiriha menace de la forcer à le révéler. Kukuri suit Kiriha et Kazuya chez eux pour une scène de douche, et après être rentré chez elle, Kazuya dîne avec sa famille. Il prévoit d'apporter de la nourriture pour Kiriha comme il le fait habituellement en secret, mais il est choqué lorsqu'il voit soudainement Kiriha manger à la même table qu'eux. Il est surpris que sa famille ait toujours su pour Kiriha alors qu'il pensait qu'il ne le savait pas. Kiriha demande du pudding, et Kazuya se souvient immédiatement qu'il n'a pas donné de pudding à Kukuri avant qu'elle ne parte. Alors ils se dirigent tous les deux vers le terrain de jeu où elle reste, seulement pour découvrir que le gouvernement a détruit le nouvel abri de Kukuri. Kukuyo leur dit qu'il a été classé comme un danger pour le terrain de jeu et retiré parce qu'un enfant a apparemment été blessé sur le toboggan de la maison de jeu. Kukuri se sent mal, se demandant où elle va dormir désormais, et Kazuya propose de les héberger chez lui. Plus tard, chez lui, Kazuya se réveille et se dirige vers la salle de bain, seulement pour attraper accidentellement les gros melons de Kukuyo dans ses petites mains. Kukuyo lui dit de jouer un peu plus avec, mais le gars est si innocent qu'il ne peut pas toucher une femme. Suite à cela, ils ont une réunion à table ronde où la sœur et le père de Kazuya ne sont pas d'accord pour que Kukuyo reste avec eux à cause de ses melons intimidants, de peur qu'elle ne corrompe le pur Kazuya. Cependant, Kiriha menace le père de Kyuzo en récitant un poème qu'il ne veut pas que quiconque connaisse, et il l'accepte immédiatement. Ensuite, Kukuri transforme la partie de la maison qui leur est attribuée en sanctuaire dès qu'ils s'y installent, et Kiriha lui dit qu'ils doivent aller quelque part plus tard dans la journée. Après un moment, quand il est temps de partir, Kukuri refuse de la suivre en entendant qu'ils vont rencontrer Tagari pour emprunter un prêt pour le sanctuaire. Cependant, elle parvient à la convaincre, et en arrivant, Tagari les accueille en les aspirant dans son sanctuaire. Lorsque Tagari apprend qu'ils sont venus pour prendre un prêt, elle leur propose de jouer à un jeu de cartes appelé « Concentration », qui consiste à retourner des cartes fermées et à obtenir tout ce qui est écrit sur les cartes qu'ils choisissent comme récompense. Ainsi, Tagari leur prêtera le montant qu'ils obtiennent sur leurs cartes sélectionnées, mais le jeu est aussi suspect et Tagari peut faire toute chose coquine qu'elle voit sur sa carte avec eux. Dès que Kiriha l'apprend, elle reproche à Kukuri de ne pas leur avoir dit cela à l'avance, car ce n'est pas la première fois qu'elle joue au jeu avec Tagari, et elle répond que cela fait partie de l'accord de prêt de garder cette information secrète. Elle tente de partir, mais Kukuri la supplie de rester car ils ont tous besoin de choisir suffisamment de cartes pour obtenir l'argent dont ils ont besoin. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, Tagari profite d'eux et joue avec les deux filles. Donc, après un moment, Kiriha propose une stratégie et demande à Taguri de lui montrer les toilettes au risque d'y être violée. Dès qu'elle partent, Kukuri réajuste les cartes pour embrouiller Taguri. Mais à son retour, elle découvre immédiatement que les cartes ont été échangées. Cependant, elle nie avoir touché la carte. Alors Taguri leur dit que les empreintes digitales sur les cartes ont changé.
Elle prend une carte en s'attendant à ce qu'elle soit différente de son arrangement initial, mais réalise avec stupeur que les cartes n'ont pas été échangées. Cependant, alors qu'ils pensent l'avoir déjouée, elle leur montre soudainement la règle du jeu sur le mur, qui stipule qu'ils ne sont pas autorisés à toucher la carte quand ce n'est pas leur tour. Et si cette règle est violée, l'adversaire prend toutes les cartes restantes pour elle-même, choquant Kukuri et Kiriya alors qu'ils réalisent que Taguri va jouer avec eux toute la nuit. Le lendemain, après une longue nuit d'exercice avec coach Taguri, ils sont allongés par terre, épuisés et embarrassés. Quelques jours plus tard, Kazuya se rend à l'école et est surpris de voir des filles s'agiter autour de Shiro, mais il n'en croit pas ses yeux, car il le connaît comme un moche, un simp sans charme que aucune fille ne veut. Alors qu'Osamu y réfléchit, soupçonnant qu'il y a plus qu'il n'y paraît, Kiriya sort du sac de Kazuya et déclare avec toute confiance qu'il s'agit d'un incident Amasoji. Mais Kazuya lui dit qu'elle ne devrait pas sortir de son sac comme ça, car quelqu'un pourrait la voir. Cependant, elle attrape son usine à bébé et lui dit d'arrêter de faire sa mauviette. Elle dit ensuite que les prévisions météorologiques avaient annoncé qu'ils allaient avoir une malédiction plus dense dans les prochains jours. Elle lui dit que c'est dans des moments comme celui-ci qu'ils ont besoin d'un purificateur de malédiction et lui demande de faire quelque chose à ce sujet. Cependant, il s'avance et accuse Shiro d'utiliser un outil pour gagner en popularité auprès des filles, choquant les autres gars qui sont jaloux de lui. Shiro nie utiliser un outil, mais révèle par erreur que c'était un parfum qu'il a utilisé. En entendant cela, tous les garçons commencent à le poursuivre, exigeant qu'il leur en donne aussi. Ils continuent à le poursuivre comme des zombies affamés, et alors qu'il essaie de leur échapper, Kiriya reprend sa forme d'obi et les assomme avec son obi. Kazuya se demande pourquoi les gars agissent si étrangement et demande si c'est aussi à cause de l'Amasogi. Kiriya répond que le désir qui a engendré l'Amasogi résonne probablement trop fortement avec eux. Les zombies capturent presque Shiro, mais Kiriya l'attrape et ils commencent à s'enfuir, essayant d'échapper aux perdants qui les poursuivent. Ils entrent dans une salle de classe et ferment la porte, mais les zombies commencent bientôt à grimper de l'extérieur et à entrer dans la pièce, les terrifiant. Kazuya active immédiatement le tissage du marteau-pilon sur l'instruction de Kiriya et ils parviennent à dégager le ciel de la malédiction qui s'accumule au-dessus de l'école, calmant la situation. Ensuite, Shiro est attaché pendant qu'il est interrogé sur la façon dont cela s'est produit. Il explique que tout est arrivé après qu'il a été rejeté par une fille, même s'il s'était aspergé d'une eau de Cologne censée le rendre attirant pour les filles, peu importe à quel point il pouvait être laid. Il a laissé tomber l'eau de Cologne sur la table, déçu, et s'est préparé à partir. Mais il a soudainement entendu l'eau de Cologne lui parler, lui demandant d'essayer de l'utiliser encore une fois. Il a écouté la voix et le reste appartient à l'histoire. Kazuya lui dit alors qu'il devra détruire l'Amasogi lui-même pour ne pas souffrir de l'expiation du Malison. Shiro attrape la bouteille et la frappe sur le sol, mais elle rebondit et son contenu se renverse sur Kazuya, provoquant immédiatement la poursuite de toutes sortes de femmes, jeunes et vieilles, laides et non laides. Il parvient à s'échapper et en rentrant chez lui, il passe devant sa sœur et se dirige directement vers la salle de bain, sans savoir que sa sœur a été affectée aussi. Alors qu'il prend son bain, pensant à la nécessité de ramener l'eau de Cologne à l'école le lendemain pour que Shiro puisse la détruire, sa sœur entre dans la salle de bain et le rejoint dans la baignoire. Kukuyo apparaît également avec son chargement et le rejoint jusqu'à ce que toutes les filles de la maison se joignent à l'intrigue du harem. Elle jouait avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'orgasme 3 fois. Ensuite, elle décide de jouer à pierre-papier-ciseaux pour choisir qui ira en premier pour chevaucher son magnum, l'effrayant et ne lui laissant d'autre choix que de casser la bouteille avant d'être malmené sans pitié. À cause de cela, Shiro subit une expiation de malédiction, dégageant une odeur très nauséabonde en classe pendant toute une semaine, ce qui pousse ses camarades à l'éviter comme la peste. Ensuite, le président du conseil des élèves convoque Kazuya, Kiriya et Osamu dans son bureau pour leur parler d'un nouvel événement à l'école. Il leur dit qu'une étrange fille apparaît habituellement aux élèves, leur demandant quelque chose. En entendant cela, Kazuya et Kiriya sont déçus d'être appelés pour un cas si simple, mais Tadakada révèle que la chose effrayante dans l'histoire, qu'il n'a pas encore mentionnée, est que la supposée fille nommée Nago est morte il y a 2 ans. Kiriya réalise immédiatement que c'est causé par un Amasoji. Osamu suggère qu'ils commencent à enquêter en interrogeant les gens autour, et ils se mettent immédiatement au travail, chacun interviewant différents étudiants pour découvrir ce qu'ils savent de l'événement. Ils découvrent que Nago s'est ôté la vie en sautant du haut d'un bâtiment. Mais avant cela, elle avait rejoint un fan club à cause d'un garçon nommé Yuichi. De plus, il y a une fille nommée Nanako, une étudiante du club de journalisme qui a enquêté sur l'incident. Ils se réunissent plus tard pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire avec les nouvelles informations trouvées. Et pendant qu'ils en discutent entre eux, ils voient soudainement Nanako de loin essayant d'interviewer quelqu'un à propos du même incident, alors ils vont la rencontrer. Alors qu'ils essaient de lui poser quelques questions, la dame à qui elle parlait plus tôt tombe soudainement au sol de peur en voyant le fantôme de Nago.
Alors, il se rapproche rapidement de la scène. Nago lui demande à propos d'une lettre. Kazuya attaque soudainement avec son obi et Nago le bloque avant de s'enfuir, les surprenant et les laissant se demander ce qu'elle entend par la lettre. Plus tard à l'infirmerie, Kiriya explique que l'Amazoji est un Kamuyoni, un ennemi dangereux, né des regrets qui persistent dans les cheveux des défunts. Chisato dit qu'il doit avoir son hôte quelque part, et Kiriya répond que l'hôte serait un humain vivant, dont les souhaits résonnent avec les regrets des défunts. Il demande alors à Kosakabe de dire tout ce qu'elle sait sur la situation, et elle commence à raconter, disant que c'était peu après leur arrivée à l'école et que toutes les filles ont commencé à craquer pour Yuichi parce qu'il était charmant. Elle et ses amis ont convenu de le partager, mais Yuichi a rapidement pris goût à Nago, rendant les autres jalouses, qui ont alors commencé à la harceler jusqu'à ce qu'elle se donne la mort. Ensuite, ils discutent de la manière d'enquêter sur l'affaire, et une femme peu attirante entre avec un rapport sur la sœur cadette de Nago, qui semble également être inscrite à l'école. Tadataka est surpris, mais la fille lui dit que la sœur cadette de Nago utilisait un autre nom parce que ses parents sont divorcés. En vérifiant qui c'est, ils sont choqués de découvrir que c'est Nanako, la fille du journal. Ils se dirigent immédiatement vers l'endroit où l'Amazoji de Nago tourmente actuellement une fille, exigeant la lettre. Et dès qu'ils arrivent, Kazuya interpelle Nanako. Il lui demande pourquoi elle fait cela, et elle lui dit qu'elle voulait savoir pourquoi sa sœur s'est suicidée. Cela a provoqué l'influence d'un Amazoji sur les cheveux de Nago, et ils ont soudainement pris sa forme. Kiriya qualifie son histoire inventée de conneries et dit que Nanako a une autre raison de faire cela. Kazuya demande alors à propos de la lettre et Nanako fait référence à la fille à genoux, qui se trouve être l'une des amies de Nago, en disant qu'elle devrait en savoir plus sur le mémo adios. Moritsuki se sent mal en racontant l'histoire derrière la lettre. Nago s'était emportée contre eux le jour de sa mort après avoir été harcelée par eux, et elle leur avait dit qu'elle allait avouer ses sentiments à Yuichi, mais elle s'est dirigée vers le toit d'où elle a sauté du bâtiment. Moritsuki a eu peur en voyant le mémo adios ce jour-là, pensant que Nago devait la blâmer, elle et ses amis, pour sa mort. Alors, elle a simplement décidé de garder la lettre sans lire ce qu'il y avait dedans. Elle va chercher la lettre et en la lisant, Nanako découvre que sa sœur a développé une excroissance sur sa poitrine à cause de ses sombres sentiments. L'Amazoji avait dit à Nago qu'il était là pour l'aider à réaliser son souhait, après quoi il allait disparaître. Donc Nago pensait que le souhait qu'elle devait réaliser était de déclarer son amour à Yuichi. Mais elle a vite réalisé que ce que l'Amazoji voulait, c'était qu'elle mange Sakai, sa sœur cadette, qui était considérée comme meilleure qu'elle en tout et qui lui prendrait tout ce qu'elle avait. Alors, pour protéger sa sœur, Nago a décidé de sauter du bâtiment. Réalisant que sa sœur est morte à cause d'elle, Nanako se sent terriblement mal et souhaite être morte à sa place. Kiriya découvre immédiatement que c'était la raison pour laquelle l'Amazoji de Nago cherchait la lettre, afin que Nanako désire mourir. Soudain, l'Amazoji devient plus puissant et développe la même croissance qui était sur la poitrine de Nago. Il tente alors d'attaquer Nanako, mais Kazuya l'en empêche, la sauvant. L'Amazoji lance d'autres attaques et Kazuya parvient à en bloquer quelques-unes avant d'être renversé. Il devient encore plus grand, semblant plus horrible, et Kazuya lance une attaque avec une masse, mais elle la dévie. Kiriha informe Kazuya qu'il est trop lent lorsqu'il passe d'une attaque à l'autre et lui dit de s'améliorer. Alors Kazuya déchaîne immédiatement plusieurs coups à une vitesse folle et obtient bientôt une ouverture. Alors il active rapidement Spiral Weave et perce l'Amazoji, l'affaiblissant instantanément. Nanako continue de se sentir désolée, mais Kiriya s'approche d'elle pour lui faire un petit discours, lui disant que Nago n'a pas écrit cela pour la faire se sentir mal, mais pour prouver que son amour pour elle était fort. Elle la réprimande ensuite de cesser de souhaiter sa propre mort, de peur que le sacrifice de sa sœur ne soit vain. Dans une autre ville, Tsunao et son Tsukumogami demandent la permission à leur dieu d'aller purifier le Malison dans la ville suivante, Kamyuka, et ils l'accordent après avoir vérifié qu'ils sont assez forts. Le lendemain, à l'école, Kazuya reçoit soudainement un coup de poing au visage, le faisant tomber par terre alors qu'il se demande qui il a encore offensé. Tsunao apparaît et continue de frapper Kazuya, ce qui énerve Kiriya, qui surgit soudainement et bloque son coup de pied. Kiriya demande ce qu'elle veut, mais Tsunao commence à l'attaquer aussi. Et après une série d'échanges, Tsunao écrase Kiriya au sol, la vainquant. Juste au moment où Kiriya souhaite pouvoir encore se projeter, son obi se lance soudainement vers Tsunao, mais son Tsukumogami nommé Kotetsu l'intercepte et le coupe, agaçant Tsunao, qui lui avait initialement dit de ne pas s'en mêler. Elle lui ordonne de reprendre sa forme originale d'épée, choquant Kiriha et Kazuya, qui découvrent que Kotetsu est un Tsukumogami épée. Kiriha demande alors pourquoi elle attaque son propriétaire, et Tsunao répond qu'elle est aussi une nettoyeuse de malédiction et qu'elle est venue tester les compétences de Kazuya. Elle lui dit ensuite que c'est ridicule qu'un type aussi faible qui ne peut même pas se défendre soit un nettoyeur de malédiction, et elle dit qu'il n'est pas apte à remplacer Kanaka. Mais le cerveau de mon frère est trop défaillant. Il ne se souvient même pas que Kanaka était sa mère.
Kiriya se demande comment elle connaît Kanaka, et après cela, Sunao leur dit qu'elle va les signaler au dieu local de la région. En arrivant au sanctuaire de Kukuri, Sunao lui dit que Kazuya et son Tsukumogami sont trop faibles pour leur rôle et ne sont pas un remplacement parfait pour Kanaka, l'ancienne nettoyeuse de malédiction. Il y a plusieurs années, le frère de Sunao avait été isekai'd par un Amasoji, ce qui l'a rendu très terrible. Elle est donc allée rencontrer le dieu local de sa région pour demander la permission d'obtenir un Tsukumogami afin de venger son frère. Mais le dieu local lui a dit qu'elle était trop jeune et qu'elle devrait aller jouer avec d'autres enfants. Cependant, elle n'a pas écouté et est allée obtenir Kotetsu, qui appartenait initialement à son frère, par la force. Elle est ensuite partie à la poursuite de la bête qui avait pris son frère. Mais c'était trop tard car Kanaka l'avait déjà isekai'd avant qu'elle n'arrive, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Elle a donc dit à Kanaka qu'elle serait la cible de sa vendetta à partir de ce moment-là, car sa colère ne pouvait pas être gaspillée ainsi. Après cela, elle a défié Kanaka à de nombreux duels et a maintenu une série de défaites invaincues, ce qui l'a poussée à s'entraîner plus dur pour devenir plus forte. Cependant, elle est revenue plus tard pour découvrir que Kanaka n'était plus là et avait été remplacé par un perdant faible qui ne convenait pas. Elle dit alors à Kukuri qu'elle aimerait les remplacer à la place, car il a toujours été connu que le purificateur de malédiction dans une région doit être le plus fort de cette région. Elle propose donc de régler cela par un duel, et que le gagnant prenne le rôle, ce qui choque Kazuya et Kiriha. Suite à cela, Kazuya rentre chez lui en se sentant mal, parce qu'il n'a pas rempli son devoir comme il aurait dû, ce qui a conduit les gens à souffrir de l'expiation des malédictions à cause de lui. Le mec reçoit le meilleur réconfort de sa vie pathétique lorsque Kiriya le serre dans ses bras dans son état de création et obtient la motivation pour se battre à nouveau. Kiriya revient également à sa taille normale lorsqu'elle se retrouve dans une position suspecte avec lui et ils commencent à réfléchir à comment gagner le duel avec Sunao. La sœur de Kazuya et Kuruki entre soudainement et trouve Kiriya sur lui, ce qui les irrite. Ensuite, Kazuya et Kiriya commencent à s'entraîner en préparation du duel et Sunao s'entraîne aussi avec Enoka, le dieu local de sa région, pour se préparer au combat. Elle est assez confiante que Kazuya est un jeu d'enfant pour elle. Et pendant qu'elle exprime cela, Kotetsu lui dit qu'elle ne devrait pas être trop arrogante, car même si Kazuya peut sembler faible, il a dû passer le test pour devenir un Malice et Cleanser, donc il ne serait pas sage de le sous-estimer. Cependant, Sunao rejette ses paroles et lui dit de ne plus jamais lui faire de suggestions stupides. Elle devrait simplement continuer à être l'outil qu'elle est et ne pas essayer de faire la maligne. Plus tard, pendant que Kazuya et Kiriya prennent leur bain ensemble, elle explique comment se déroulera le duel. Les deux combattants seront enveloppés dans une barrière d'eau reliée à deux poupées d'eau distinctes, de sorte que lorsque des dégâts sont infligés, ils ne les affectent pas et transfèrent l'impact aux poupées. Le duel continuera jusqu'à ce qu'une des poupées se casse et ne puisse plus recevoir de dégâts. Cependant, Kiriya déclare que ces barrières ne protègent que les combattants et non leur Tsukumogami, ce qui signifie qu'elle et Kotetsu peuvent être endommagés. Elle dit ensuite qu'il peut utiliser deux projections différentes de son vrai moi, qui sont relativement plus faibles, donc il doit utiliser son cerveau pour décider laquelle utiliser à chaque moment du combat. Elle ajoute qu'il ne devrait pas hésiter à l'utiliser si le besoin se fait sentir, le laissant sans voix. Elle se demande à quoi il pense, et il lui dit plus tard qu'elle est aussi importante pour lui que le combat, donc il ne veut pas qu'elle soit blessée. Il promet alors de faire de son mieux pour la protéger et aussi pour gagner la bataille, ce qui lui fait immédiatement rougir le visage. Plus tard dans la nuit, Kazuya rêve de Kanaka, qui lui montre à quel point il est un perdant sale sans aucun contrôle de soi avec les femmes. Et en partant, elle se révèle être une ancienne Malice et purificatrice. Cependant, il trouve difficile de faire le lien avec le fait qu'elle est sa mère, et elle lui dit qu'il ne peut pas parce que cette partie de sa mémoire est actuellement scellée. Elle ajoute qu'il se souviendra avec le temps, et d'ici là, elle continuera d'attendre. Il se réveille soudainement du rêve, terrifié, et plus tard dans la matinée, lui et Kiriya se préparent à combattre Sunao et Kotetsu. Ils forment un pacte avec les poupées d'eau, et après s'être dit quelques mots de motivation personnelle, le combat commence. Kazuya la charge et active immédiatement un tissage factice pour créer un mur de défense, mais Sunao le détruit d'un coup d'épée. Il forme à nouveau la barrière, et alors que Sunao l'attaque encore, Kazuya attaque rapidement avec la projection de son obi, provoquant immédiatement une fissure dans la poupée d'eau de Sunao. Le combat continue, et après une série d'attaques sur Kazuya, Sunao réalise qu'ils ont compris sa portée d'attaque. Kazuya passe en mode attaque en créant une boule enchevêtrée, surprenant Sunao, qui n'a jamais vu une telle technique auparavant. Alors qu'elle se prépare à le défendre, Kotetsu l'avertit de reculer, mais Sunao ignore son conseil. Kazuya déclenche une attaque, et tandis que Sunao prévoit de la bloquer, elle se transforme soudainement en masse et la projette au sol. Kazuya lance une autre attaque en utilisant le tissage en spirale, mais Sunao arrête l'attaque de manière choquante et contre-attaque avec un coup vide, impactant la poupée d'eau de Kazuya. Kiriya dit à Kazuya de quitter son coup immédiatement, et alors qu'il essaie de fuir, Sunao tire plusieurs attaques, ce qui le submerge.
Il se précipite bientôt dans les buissons pour sauver sa peau et commence immédiatement à attaquer de là avec le tissage d'archerie. Mais Sunao parvient à les esquiver. Sanao lance une autre attaque et Kazuya la bloque avec un vrai obi, blessant un peu Kiriya. Kiriya rétracte immédiatement l'une des projections pour économiser l'énergie spirituelle et lorsque Sunao lance une autre attaque, Kazuya s'écarte simplement du danger, surprenant Kiriya. Cependant, Kazuya a besoin de 2 projections pour utiliser cette technique, ce qui signifie qu'il devrait utiliser le vrai obi, mais il craint que Kiriya ne soit blessé dans le processus. Sunao prépare une autre attaque qu'elle croit devoir vaincre Kazuya et Kiriya pour de bon. Et tandis que Kazuya tarde à bloquer, Kiriya l'incite à l'utiliser quand même. Mais il se souvient de sa promesse de la protéger et active immédiatement une nouvelle technique, le tissage de l'eau, qui dévie l'attaque de Sunao, la choquant. Kazuya lance immédiatement une autre attaque, la touchant et causant plus de dégâts à sa poupée d'eau. Elle commence à se retirer immédiatement pour éviter d'être touchée à nouveau, ce qui pourrait signifier sa défaite, alors que Kazuya attaque à nouveau avec une projection. Elle le tranche et enchaîne avec le mouvement frappe vide, causant également des dégâts à sa poupée d'eau. Ainsi, tous deux restent immobiles à distance sans attaquer, car une mauvaise action de l'un d'eux peut entraîner leur défaite. Ils réfléchissent à la meilleure action à entreprendre, Kazuya pensant qu'il ne peut pas attaquer maintenant, car cela le laisserait vulnérable avec seulement 2 projections restantes. Et d'autre part, Sunao raisonne qu'elle ne peut plus utiliser d'attaques à distance puisqu'elles ne s'approcheront pas d'elle. Honoka, le dieu local qui a observé le combat avec son avatar, dit que la bataille est terminée car retarder davantage ne fera que permettre à Kiriya de récupérer son énergie spirituelle, ce qui donnerait plus d'avantages à Kazuya. Kiriya dit à Kazuya qu'ils ont une chance de gagner s'ils restent sur la défensive, mais il refuse, disant qu'ils ne peuvent pas vraiment gagner à moins d'affronter Sunao à son meilleur, surprenant Kiriya, qui se demande ce que cela a à voir avec leur victoire. Et il répond qu'il veut lui prouver que les Tsugumomo sont plus que de simples outils, puisque Sunao est connu pour manquer de respect à Kotetsu et ne la voit que comme un simple outil. Kazuya se lance immédiatement, surprenant Sunao, qui se prépare également immédiatement à utiliser son coup puissant secret appelé Wind Cutter. Alors que Kazuya s'approche d'elle, il fusionne soudainement avec Kiriya, et ils activent un phénomène appelé Possession Divine, qui implique un Tsugumomo possédant son propriétaire, lui donnant une force surhumaine. Kazuya se transforme immédiatement en Naruto inversé et s'engage dans un combat très intense avec Sunao à une vitesse folle. Après un moment, il attrape son épée et libère une énergie spirituelle qui brise la prise de l'épée avant de déclencher son coup final, serpent enroulé, provoquant la rupture immédiate de sa poupée d'eau. Kazuya est déclaré vainqueur et Sunao part, se sentant honteuse. Ensuite, Kazuya s'effondre soudainement à cause de l'épuisement du combat. Pendant ce temps, en retournant à son clan, une femme laide mais pas si laide commence à réprimander Sunao pour avoir perdu le duel et endommagé Kotetsu dans le processus, étant héritière du clan et successeur de l'école d'escrime du clan. Elle lui dit alors qu'elle ne peut plus hériter de la maison et de l'école, sauf si elle épouse Kazuya, ce qui la choque. Ensuite, ils reprennent l'école et, alors qu'ils sont en classe, le professeur principal arrive avec une caisse de marchandises et présente un nouvel élève transféré, Obina Kiriya. Plus tard, dans un rêve, Kazuya voit des flashbacks de ce qui semble être un Tsukumogami nu avant que sa mère ne soit attaquée par le tissage en spirale de Kiriya. Mais ensuite, il se réveille avec les filles qui l'étouffent avec leurs canons de complot. Après les avoir réveillées, il essaie de dire à Kiriya d'arrêter de dormir avec ses lèvres de poisson découvertes, mais elle l'ignore et essaie de lui donner le Hawk Chua. Juste à ce moment-là, Kazumi l'attaque avec une spatule et manque de lancer la poêle, mais Kazuya l'arrête. Alors elle lui dit de se préparer car l'école va bientôt commencer. En se dépêchant de s'habiller, il dit à Kiriya de se lever avec ses gâteaux Tsugumomo car ils doivent expliquer à tout le monde en classe qu'elle est une nouvelle élève. Plus tard, Shiru et Osamu trouvent Kazuya en train de dormir en classe et Shizato dit que c'est probablement parce qu'il a passé toute la nuit à tremper ses chaussettes dans du lait d'homme. Juste à ce moment-là, 3 gars commencent à interroger Kiriya sur sa vie avant de rejoindre l'école. Mais elle se lasse rapidement de toutes les questions. Alors ils demandent à Kazuya et il prétend qu'ils sont juste de bons amis d'enfance. Quand Kiriya explique qu'ils vivent en fait ensemble et se lavent mutuellement les parcelles chaque nuit, Shiru transforme la classe en tribunal pour juger les crimes de Kazuya. À ce moment-là, Sensei Milk Factory entre et est terrifié, mais Shiro continue l'interrogatoire. Kazuya essaie de s'expliquer et dit à Kiriya d'arrêter de le faire passer pour un pervers dépravé, mais ensuite Shizato témoigne contre lui. Alors Shiro décide de le punir avec une position 50 Shades. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans une salle de club où Kiriya explique enfin qu'elle est le même Tsukumogami de petite taille qui avait aidé Kazuya. En entendant qu'il pourrait ne plus jamais revoir sa petite forme, Osamu est déçu mais garde sa nature PDF pour lui afin qu'il puisse continuer à parler.
Après avoir dit à Kazuya qu'il n'est toujours pas pardonné de vivre avec une beauté sans vergogne, Shiro demande pourquoi il les a appelés. Alors, il leur rappelle tous les événements récents liés aux Amasogi. Il continue en disant qu'ils ont besoin de plus d'informations sur les Amasogi pour les arrêter. C'est pourquoi il a décidé de créer un club qui aide les autres étudiants en écoutant leurs problèmes. Osamu admet que son idée est bonne car elle pourrait aider à arrêter les Amasogi et Shiro demande pourquoi leur école est principalement affectée en premier lieu. Kiriya explique alors le brouillard de Malison et sa capacité à réaliser des souhaits en créant des Tsukumogami comme elle après une longue période. Dans les cas où le brouillard se concentre autour d'un souhait ou d'un désir intense, il devient un Amasogi sans esprit car une période de temps plus courte les empêche de se développer correctement. Cela laisse encore la question de Shiro sans réponse. Alors Kirie explique comment les personnes connues sous le nom d'enfants méprisés attirent de grandes quantités de malaisun partout où elles vont, et Kazuya leur dit qu'il en fait partie. Avant que Shiro puisse le blâmer, Kirie explique en outre que les Amasogis trouveront toujours un moyen de se former indépendamment de l'implication de Kazuya. Shiro accepte alors qu'elle a raison parce que Kazuya n'avait définitivement rien à voir avec l'incident Amasogi Kolan et ils conviennent tous de l'aider avec le nouveau club. Juste à ce moment-là, Nanako et Tadataka arrivent pour voir comment le nouveau club progresse et Kazuya est surpris car il ne s'attendait pas à les voir après ce qui s'est passé. Après que Kiriya lui ait dit d'arrêter de se sentir coupable, Nanako utilise le peu de voix qui lui est revenu pour le remercier et Tadataka montre les mèches qui poussent sur son cuir chevelu dégarni. Kiriya explique ensuite que l'effet d'expiation finira par s'estomper tant qu'ils acceptent vraiment leur faute et dit à Kazuya d'arrêter de se blâmer pour tout. Quelques instants plus tard, ils s'installent pour la première réunion du club pour discuter de tout nouvel incident suspect et Shiro demande pourquoi il est toujours vierge. Alors Kazuya lui dit de travailler à être moins lâche. Tadataka parle ensuite d'une série récente de plaintes que le conseil a reçues de la part des filles du club de natation qui apparemment se font voler leur couverture de parcelles. Plus tard dans la nuit, Shizato s'endort en rêvant du visage de Kazuya, tandis qu'un Amasogi apparaît avec une mystérieuse fille nommée Mima qui regarde ensuite à travers ses couvertures de parcelles. Le lendemain à l'école, Shiro commence une enquête sur les méchants sexy du club de natation et Kazuya commence à le soupçonner d'être le voleur de couverture de parcelles, mais il jure qu'il n'a jamais envisagé d'aller aussi loin. Juste à ce moment-là, Shizato apparaît et devient timide quand elle voit Kazuya la regarder jusqu'à ce qu'il lui demande si elle prévoit de nager avec ses lunettes. Elle essaie immédiatement de le garder dans le vestiaire, mais elle voit ensuite les affaires de tout le monde éparpillées avant qu'une créature ne s'échappe par la ventilation. Après leur en avoir parlé dans la salle du club, Kiriya dit que c'est certainement un Amasogi, car la prévision de malédiction pour la journée est vraiment élevée. Shiro demande alors tous leurs couvertures le complot pour les utiliser comme appât et manque de perdre ses yeux à cause d'une attaque de Shisato. Saisissant l'occasion, Tadataka essaie de retirer son short, mais Kazuya lui dit de le garder car il a probablement déjà des taches de merde qui feront fuir l'Amasogi. Quelques instants plus tard, ils finissent par tendre un piège avec la couverture de Kiriya et elle essaie de s'en plaindre, mais Kazuya lui dit d'arrêter de faire semblant puisqu'elle ne la porte jamais à la maison de toute façon. Juste à ce moment-là, il voit que le piège a attrapé quelque chose et regarde juste pour découvrir que la couverture de Kiriya est en train d'être mangée par une autre sous-armure. Kazuya le reconnaît et essaie de demander à Chisato si c'est le sien, mais elle le nie juste avant que la grenouille cultivée ne s'échappe. Kiriya enveloppe immédiatement Kazuya et s'envole pour coincer la grenouille sur le toit, mais ensuite elle absorbe tout le malison à proximité et se transforme en un colossal crapaud. Kiriya revient alors à sa forme d'écharpe et Kazuya utilise le tissage de bouclier pour bloquer la grenouille avant d'attaquer avec une masse. Quand les autres arrivent enfin sur le toit, il dit à Chisato d'arrêter de nier ses cache-plots car il se souvient de l'avoir vu il y a des années. Et Kazuya dit qu'admettre cela arrêtera la grenouille parce que son désir de sous-vêtements est ce qui l'a animé. Après qu'elle le nie, Kazuya est renversé du toit, mais il parvient à revenir avec l'aide de Kiriya et utilise une attaque de tissage en triple spirale pour forcer la grenouille à reprendre sa forme originale. Chisato admet alors que cela lui appartient, mais dit qu'elle ne l'a pas porté depuis des années. Alors, Kiriya prend un moment pour réfléchir avant de dire à Kazuya d'enlever son short. Quelques instants plus tard, il regarde le cache-culture de Chisato ramper vers son short et fusionner avec lui avant de flotter vers l'oubli. En se nettoyant plus tard dans la nuit, Kiriya et Kazuya parlent du fait qu'il y a autre chose derrière les sous-vêtements grenouille-taureau de Chisato, car cela devrait prendre beaucoup plus de temps pour qu'un Amasogi se forme naturellement. Elle l'aide ensuite à se laver avant de jouer avec sa saucisse Magnum.
Le lendemain matin, Kazuya raconte à Kukuri un autre rêve où Kiriya a combattu une fille avec un obi sombre pour voir si elle peut l'aider à comprendre. Mais elle est confuse car c'est un souvenir qui devrait encore être scellé. Elle se souvient alors de la possession divine et réalise qu'il a probablement certains souvenirs de Kiriya. Elle demande donc le reste du rêve, mais c'est tout ce dont il se souvient. Pendant ce temps, Kiriya vient d'arriver chez Sunao pour la voir et continue de frapper jusqu'à ce qu'elle soit projetée à travers le mur. Le moment suivant, son père désactive la gravité juste pour l'atteindre et essaie frénétiquement de la réveiller. Mais ensuite, sa mère sort en disant qu'il devrait arrêter de la rendre faible avec son comportement de bêta. Il essaie de la supplier, mais ensuite Sunao se relève et lui dit de ne pas s'inquiéter avant de croiser le fer avec sa mère et de se faire réorganiser les entrailles par une attaque brutale. Quelques instants plus tard, elle emmène Kiriya à l'intérieur et s'excuse d'avoir provoqué Kazuya en duel juste à cause de ses insécurités et de son traumatisme. Après l'avoir traitée d'idiote sans cervelle pour avoir pensé qu'elle avait une chance après la possession divine, Kiriya demande des nouvelles de Kotetsu. Sunao lui dit alors qu'il est avec un forgeron et ajoute qu'elle s'excusera aussi de l'avoir blâmé pour ce qui est arrivé à son frère. Kanaka lui dit de trouver un peu de paix en sachant que l'Amasoji responsable de la mort de son frère était beaucoup trop puissant, c'est pourquoi Kanaka a dû le détruire. Elle demande ensuite si Kanaka est morte en combattant un Amasoji ou si elle est tombée malade, et Kiriya lui dit alors qu'elle a frappé Kanaka parce qu'elle a été possédée par un Amasoji. Plus tard dans la journée, Kazuya arrive chez Sunao et se demande pourquoi la tête brûlée avide de sang l'a invité. Il essaie ensuite d'atteindre la porte mais ressent soudain une aura meurtrière autour de lui et se fige, ne sachant pas que Susumu attend pour l'envoyer au Seigneur pour avoir battu Sunao. Juste à ce moment-là, Tsuzuri apparaît pour l'arrêter et ouvre la porte pour accueillir Kazuya dans leur maison. Après qu'il soit terrifié en voyant les cellules sanguines de Susumu sur le sol, elle lui dit de ne pas s'en inquiéter et le conduit dans une pièce où Sunao le salue comme un seigneur de guerre redouté, ce qui le surprend. Tsuzuri les laisse ensuite parler, alors Sunao lui parle de la conversation avec Kiriya, mais omet la partie concernant sa mère parce que Kiriya lui a dit de garder cela secret. Elle continue en s'excusant de l'avoir insulté et attaqué, mais ensuite son expression joyeuse la déroute, alors elle lui demande s'il trouve son excuse drôle. Il explique ensuite comment il a toujours pensé qu'elle était une tête brûlée, avec un traumatisme non résolu, et la félicite d'être en réalité une passionnée au grand cœur, ce qui lui rappelle avoir entendu quelque chose de similaire de son frère. Après avoir lutté pour résister à son jeu de ruse, elle rassemble du courage et demande s'ils peuvent sortir. Mais il se trompe et pense qu'elle a besoin d'aide pour une course. Elle explique alors que sa mère la force à le faire pour avoir perdu leur duel. Alors, il lui dit de simplement en parler avec elle, mais elle rampe pour expliquer à quel point sa mère est diabolique. Il essaie de l'imaginer se faire frapper ses gâteaux, mais elle l'étrangle soudainement et menace de le tuer s'il refuse. Le moment suivant, Tsuzuri ouvre la porte et la trouve en train de lui nettoyer l'oreille tout en prétendant être déjà le couple de l'année. Après leur avoir donné sa bénédiction, elle leur montre un aperçu de sa colère pour s'assurer que la peur s'installe avant de dire qu'ils doivent passer aux choses sérieuses et de les escorter au bain pour qu'ils puissent fracasser. Il y a environ 20 ans, Tsuzuri venait de terminer une escouade de samouraïs pathétiques de niveau Sakura et est allée se nettoyer ensuite, mais après avoir laissé tomber son peignoir, elle a rencontré Susumu à l'intérieur du bain en train de nettoyer. Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle avait déjà lancé une attaque, mais ensuite il a glissé et a frappé son crâne avec la brosse. En un instant, la guerrière redoutée était à genoux, lui disant de prendre la responsabilité de ses canons de complot car il était le premier gars à l'avoir touché. De retour dans le bain, elle remarque l'hésitation de Sunao et menace de déchaîner l'enfer s'ils mentent sur le fait d'être ensemble. Alors Sunao se précipite et lui lance un regard de mort pour suivre le mouvement. Après avoir sorti sa fabrique de lait, elle essaie de garder sa boîte couverte, mais cela devient inutile car Tsuzuri décide de regarder pendant qu'elle lui lave le dos. Sunao se force à penser que ce n'est pas si mal puisqu'il ne la touche pas. Mais ensuite, Tsuzuri lui dit d'entrer dans le bain pour qu'il puisse manipuler ses seins. Ils ignorent tous que Susumu est dans l'eau, planifiant d'envoyer Kazuya dans le royaume des ombres parce que même lui ne peut plus laver le corps de Sunao. Une fois qu'il voit un pied entrer dans le bain, il déclenche une attaque mortelle avant de réaliser qu'il vient de détruire l'usine à bébé de Sunao. Après que Tsuzuri lui ait coupé les noix, elle les emmène tous les deux dans une pièce spéciale pour qu'ils puissent partager un lit et ils y entrent à contre-cœur, pensant qu'ils doivent juste supporter ça. Tsuzuri leur fait ensuite enlever les robes et dit qu'elle attendra dehors pour entendre leur bruit de bonheur. Alors Sunao monte dessus et dit à Kazuya de faire semblant pour qu'il puisse lui donner ce qu'elle veut. Après qu'elle lui explique ce qu'il doit faire, il monte sur elle et utilise Diabolical pour lui faire fondre le cerveau avant de prendre un coussin de poitrine pour rendre cela réaliste. Elle essaie de l'arrêter, alors il revient à utiliser son talent de beau parleur jusqu'à ce qu'elle perde ses sens et l'attire pour un baiser.
Le moment suivant, Suzumu apparaît et essaie d'écraser ses noix à nouveau avec un coup encore plus mortel. Mais il explose Sunao à nouveau, alors Suzuri prend un moment pour le découper en morceaux avant de dire au tourtereau de s'y remettre. Kazuya lui dit alors que c'est déjà fait et lui montre le sang spécial. Mais après avoir regardé de plus près, elle jette Sunao sur le lit et écarte ses cuisses avant de voir que ses vannes sont toujours scellées. Comme punition pour leur mensonge, elle les emmène tous les deux dans sa chambre de torture et passe le reste de la soirée à les faire souffrir avant que Sunao ne porte Kazuya jusqu'à la porte d'entrée. Susumu en profite pour demander à Suzuri pourquoi elle veut désespérément les mettre en couple. Alors elle explique comment Sunao a décrit Kazuya comme un Sigma Shad surpuissant, ce qui signifie qu'elle le veut et est juste trop timide pour l'admettre. Pendant ce temps, Sunao dit à Kazuya qu'ils doivent commencer à s'entraîner ensemble pour maintenir le mensonge, mais il demande si c'est nécessaire puisque Suzuri sait déjà qu'il mentait. Elle répond en ajustant son système digestif et agit comme si le baiser qu'elle lui a donné faisait partie de la comédie. Alors il lui dit de penser à passer des auditions à Hollywood et décide de continuer à jouer le jeu. Quelques nuits plus tard, Kukuri accumule ses pouvoirs pour éliminer l'accumulation récente de malédictions, et Kokuyo lui apporte un thé spécial ensuite, mais elle s'effondre d'épuisement. Le lendemain matin à l'école, Kiriha explique à Kazuya ce qui s'est passé et lui dit de se concentrer sur son travail correctement pour alléger le fardeau de Kukuri. Pendant ce temps, une star de la piste de petite taille nommée Mitsuki vient de terminer un sprint record et l'entraîneur essaie de lui faire un coup à la Air Kelly, mais une autre fille nommée Mana l'éloigne. Mana la félicite ensuite d'être devenue la plus rapide de l'équipe d'athlétisme et elle continue de parler sans se rendre compte qu'un nerd moche nommé Akito les observe. Plus tard dans la journée, le groupe se réunit dans la salle du club pour examiner les soumissions récentes à la recherche de signes d'un incident lié à un Amasogi. Mais après quelques minutes de lecture, Osamu remarque que beaucoup de soumissions proviennent de filles que Shiyu a essayé de séduire. Le crétin cultivé essaie alors de défendre son manque de morale, alors Chisato décide de le traiter comme l'otaku sans vergogne qu'il est. Kiriya suggère ensuite de mettre fin à la réunion puisqu'il n'y a pas de nouvelles occurrences d'Amazoji à examiner. Alors, Shiro lui dit qu'il a laissé une lettre d'amour dans le casier de Mena. Après avoir exprimé un fort désir de faire avancer l'intrigue avec ses énormes atouts, il court la voir. Quelques instants plus tard, il arrive sur le toit et voit Mitsuri avec la lettre, réalisant qu'il a confondu son casier avec celui de Mena. Alors qu'il est embarrassé et tombe à genoux, Mitsuri, qui pense que la lettre lui est destinée, commence à demander pourquoi il a dit toutes ces belles choses alors qu'il y a d'autres filles dans sa classe qui ne ressemblent pas à une planche à pain. Après lui avoir dit de ne pas se dévaloriser et l'avoir appelée mignonne, Shiro essaie d'expliquer ce qui s'est passé avec la lettre. Mais ensuite, elle accepte la demande d'être sa petite amie et s'enfuit avant qu'il ne puisse dire un mot. Le lendemain, tout le monde à l'école est choqué de les voir ensemble et certains gars commencent à prédire combien de temps il lui faudra pour lui briser le cœur fragile. En entendant cela, Mena les arrête et dit à Mitsuri de rompre avec lui pour ne pas se faire avoir, mais elle refuse. Mena essaie alors d'expliquer à quel point Shiro est sans gêne avec les filles, mais Mitsuri la traite de jalouse, qui est juste contrariée parce qu'elle est enfin la plus rapide de l'équipe d'athlétisme et qu'elle a aussi un nouveau petit ami. Plus tard, Mitsuri partage une boîte de cookies avec Shiro sur le toit avant de parler de la façon dont elle a toujours admiré Mena et se sent bien en sachant qu'elle est enfin meilleure. Après l'avoir écoutée, Shiro admet que son amour pour les jolies filles lui a valu une mauvaise réputation, mais il affirme que cela lui convient car il s'aime peu, importe ce que les autres pensent. Il lui dit ensuite d'arrêter de se comparer aux autres juste pour se sentir mieux et s'excuse avant de lui dire que la lettre était destinée à Mena. En entendant cela, Mitsuri l'attaque pour avoir menti et met hors service son détecteur d'Amasogi, qui capte alors une énergie sombre provenant de son sac. Après l'avoir récupérée, Shiro la rapproche pour lui demander si elle a récemment vécu quelque chose d'anormal, et sa réaction le trahit. Alors il lui dit de jeter ce que c'est avant que cela ne cause des dommages irréversibles. Elle refuse alors et s'enfuit avec son sac, donc il se rend rapidement à la salle du club pour tout expliquer aux autres. Voyant comment Kiri réagit à la nouvelle, Shiro demande si c'est vraiment si grave. Alors elle lui rappelle Nanako et dit que l'Amasoji se nourrit probablement du besoin de validation de Mitsuri. Plus tard, Mitsuri arrive chez Mena, mais Kiri se présente avec Kazuya, qui promet alors de l'empêcher de frapper Mena juste parce qu'elle ne veut plus être l'amie faible. À sa surprise, elle commence à rire et le traite d'idiot pour avoir pensé qu'elle tuerait sa meilleure amie. Alors Kiri écrase son usine à bébé en guise de punition. Mena sort alors pour savoir d'où vient tout ce bruit, et Mitsuri sort une paire de chaussures de course usées tout en la remerciant de les avoir partagées. Elle continue en disant qu'elle s'était entraînée avec elle pendant un certain temps et avait remarqué que ses performances déclinaient jusqu'à ce qu'un petit accident la pousse à essayer une paire toute neuve, ce qui lui a finalement permis d'aller plus vite.
La discussion avec Shiro plus tôt lui a fait réaliser que Mena utilisait les chaussures de Masoji pour ralentir ses progrès, alors elle demande pourquoi, et Mena lui rappelle qu'elle était autrefois le centre de l'attention. À l'époque, elle admirait Mitsuri et travaillait à s'améliorer jusqu'à ce que Mitsuri commence à la voir comme une source d'inspiration. Au fil du temps, elle a commencé à remarquer à quelle vitesse Mitsuri progressait et savait qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne redevienne une aspirante. Alors elle a trouvé les chaussures et les a utilisées contre elle. Mena affirme alors avoir accepté que Mitsuri ne l'aimera plus jamais, mais l'Amasoji prend soudainement le dessus. Kazuya utilise donc le tissage de bouclier pour bloquer son attaque avant de passer aux roues, Obi, et de s'envoler avec Mitsuri. En utilisant le pouvoir des chaussures, Mena commence à les rattraper. Alors il se dirige vers un projet abandonné en espérant prendre l'avantage, mais cela s'avère être une mauvaise décision car Mena utilise les murs à son avantage. Kazuya envisage d'utiliser la possession divine, mais Kiri lui dit de la garder uniquement en dernier recours, alors il continue de se battre jusqu'à ce que Mitsuri se lasse de regarder et utilise un baiser maladroit pour ramener Mena à la raison. Après l'avoir réprimandée pour ne pas avoir fait plus d'efforts pour rivaliser avec elle afin qu'elle puisse continuer à se défier en tant que meilleures amies, elle lui pardonne, mais dit qu'elle ne lui a donné un baiser que pour arrêter la folie. Juste au moment où Kazuya et Kiriya pensent que le pire est passé, l'Amasoji devient incontrôlable. Alors il utilise l'Obi pour essayer de s'échapper avec Mitsuri, mais Mana les rattrape facilement. Elle reprend alors le contrôle et supplie qu'on l'applaudisse pour ne pas blesser Mitsuri. Réalisant qu'ils n'ont pas d'autre option, Kiriya active la possession divine et ils utilisent une attaque à grande vitesse pour déchiqueter l'une des chaussures, ce qui fait désintégrer l'autre avec l'Amasoji. Le lendemain, Kiriya convoque une réunion pour expliquer comment tout s'est passé avant que Mana n'arrive en fauteuil roulant et leur dise qu'elle ne pouvait soudainement plus marcher après être rentrée chez elle. Après que Kazuya réalise que c'est son expiation et s'excuse, Shizato demande des nouvelles de Mitsuri, qui s'avère être la bombe sexy debout derrière Mana. Elle explique que la Masogi faisait apparemment bien plus que la ralentir et ils sont tous choqués. Shiro risque immédiatement son dernier lambeau de dignité pour l'inviter à sortir, mais elle le rejette. Alors il tombe au sol de douleur, tandis que Kiriya essaie de comprendre pourquoi l'Amasoji s'est soudainement chargée de manière inhabituelle. Quelques jours plus tard, Kazuya se réveille avec Kiriya attaquant son usine de lait et Kazumi passe la majeure partie de la matinée à essayer de lui arracher le visage en guise de punition. Après être arrivé à l'école et avoir vu que Shiro a aussi des bidons de lait, Kazuya commence à se méfier, mais ensuite Kiriya essaie de jeter un coup d'œil à ses gâteaux, alors ils se battent jusqu'à ce qu'Osamu leur rappelle que tout cela n'est qu'un rêve. Quelques jours avant cela, ils étaient en classe avec Isuzu qui venait de réaliser que beaucoup de leurs camarades de classe étaient absents et leur a dit de se comporter pour qu'elles puissent comprendre pourquoi. Shiro leur a alors parlé du premier élève qui s'est absenté à cause d'une mystérieuse maladie du sommeil, ce qui a fait soupçonner à Kiriya un Amasoji, alors elle a convoqué une réunion dans la salle du club. Après que Tadataka ait expliqué comment un grand nombre d'étudiants avaient récemment développé la même maladie du sommeil, Kiriya leur a dit qu'elle avait nommé un conseiller spécial pour les aider dans leur cas. Shiro s'est enthousiasmé, pensant que ce serait une bombe avec des seins parfaits, mais c'était juste Guriki qui a ensuite dit que tout devait être lié au premier étudiant. Chez lui plus tard, elle leur a dit que sa mère était rentrée du travail et l'avait trouvé encore endormi le jour où tout a commencé, ce qui signifiait que c'était définitivement un oreiller Amasogi qui avait le pouvoir d'attirer les gens dans le rêve d'une personne. Pour être sûre, elle a utilisé le détecteur d'Amasoji, mais il n'a rien détecté de son oreiller et ils ont tous été confus. De retour dans la salle du club plus tard, Kukuru s'est excusé d'être complètement inutile et ils ont tous continué à essayer de trouver un lien entre les 3 premiers étudiants qui sont tombés malades jusqu'à ce que Kazuya jette un œil à la feuille de présence. Ils sont ensuite allés voir Isuzu et il l'a accusée de connaître la vérité parce qu'elle avait marqué les 3 premiers garçons comme malades avant que quiconque ne sache pourquoi ils étaient absents. Voyant l'air troublé sur son visage, il a promis qu'il pouvait aider, mais elle s'est évanouie. Alors ils l'ont ramenée chez elle où Kukuru a vérifié à nouveau et a prouvé que la Masoji était son oreiller. Shizato a alors suggéré de la réveiller et de détruire l'oreiller, mais Kukuru a dit que cela laisserait tous les étudiants endormis coincés dans son rêve et certains dans le Tsugumono chargé d'intrigue nommé Bakura. Avec sa capacité à faire entrer et sortir les gens des rêves, ils ont élaboré un plan pour soit convaincre Isuzu de ne pas attirer les étudiants dans son rêve, soit détruire la Masoji. Après que Bakura ait expliqué qu'il pourrait avoir des formes opposées dans le rêve, ils ont dit à Tadataka de rester en surveillance avant que Bakura ne les endorme tous. Avec leurs souvenirs retrouvés, Kazuya et Kiriya partent à la recherche d'Isuzu et la rencontrent dans le couloir. Kiriya l'avertit de l'expiation qu'un tel Amasoji causerait s'il ne l'arrête pas. Juste à ce moment-là, elle est possédée par l'Amasoji et dit qu'elle sait déjà que les autres attendent avec l'oreiller, qui est en fait un leurre, avant de l'enflammer.
Kiria demande comment elle a su leur plan et elle répond en invoquant leurs doubles ombres et en augmentant leur force avec la magie Amasoji avant qu'ils ne traversent le mur. Voyant que son double ombre peut aussi utiliser Obi, Kazuya se souvient de ce que Bakura a dit sur les ombres étant essentiellement leur côté sombre et attaque pour l'empêcher de prendre le contrôle en tant qu'esprit dominant. Isuzu rassemble alors une armée d'ombres et dit aux autres d'accepter leurs doubles ombres pour réaliser son rêve d'avoir des élèves parfaits, mais ils refusent. Alors elle ordonne à son armée d'attaquer, mais ils ont réussi à s'échapper. Pendant ce temps, Kazuya vient de réaliser que son ombre peut utiliser 8 Obi à la fois et essaie de riposter malgré tout, mais il se fait rapidement malmener. Après que les autres soient arrivés dans une salle de classe, la vraie Isuzu apparaît et explique comment tout a commencé par un simple désir que ses élèves soient obéissants jusqu'à ce qu'elle trouve l'oreiller. Après que l'Amasogi a fusionné avec son ombre, elle a changé de forme pour rester cachée et chercher un moyen de libérer tout le monde depuis lors. Alors qu'ils essayent de créer un nouveau plan, Osamu fait rapidement un croquis qui prend vie et leur donne l'idée parfaite. Isuzu fait alors sortir son ombre et exige la libération de ses élèves avant de mordre une feuille de papier et de foncer à une vitesse supersonique pour ouvrir son épaule. Elle mord ensuite à nouveau et brûle son bras jusqu'à ce que l'oreiller devienne visible. Mais alors qu'elle s'approche pour l'attraper, l'armée des ombres la cloue au sol. Son double ombre utilise alors la même capacité pour se transformer en une araignée colossale venue de l'enfer. En même temps, Kazuya commence à perdre face à son double ombre, mais au dernier moment, il rassemble toutes ses forces et utilise Kiria pour se relever. Son ombre se prépare alors pour une attaque en spirale mortelle, mais après avoir attaqué, il voit que Kazuya a également débloqué une nouvelle forme avec 8 Obi et est neutralisé instantanément. D'autre part, Isuzu est sur le point de perdre son sang-froid alors que la tarentule mutante essaie de mordre ses fesses, mais elle est repoussée par le transformateur de bibliothèque de Chisato. Osamu et Shiro invoquent également les versions de rêve de leur Amasoji pour aider, mais l'ombre d'Isuzu lance des toiles pour les faire taire. Avant qu'elle ne puisse attaquer, Kazuya arrive et utilise le marteau pour la renverser avant de la plaquer au sol suffisamment longtemps pour qu'Isuzu donne le coup de grâce. Avec la mission terminée, ils essaient de se féliciter, mais les neurones de Chisato sont embrouillés par le plan de Kazuya. Bakura apparaît alors et leur dit de s'endormir pour se réveiller dans le monde réel, alors Kiria attrape Kazuya pour lui montrer ce que ça fait d'être percuté en premier. Le lendemain, à l'école, Isuzu reprend l'enseignement et apprend enfin à être assertive avec tout le monde en classe. Plusieurs jours plus tard, Kazuya et Kiriha essaient de commencer une nouvelle série de bandes dessinées, mais Sunao arrive avec Kodetsu et ils interpellent Kukuri avant qu'elle ne dise qu'il n'a pas répondu à ses appels depuis que le forgeron l'a réparé. Elle l'avait emmené voir Onoka qui a ensuite dit qu'il cesserait bientôt d'exister car son énergie spirituelle était beaucoup trop faible. En entendant cela, Kukuri leur parle d'une pierre spéciale dans un endroit appelé la grotte du nombril divin qui est connue pour amplifier l'énergie spirituelle des Tsukumogami. Sunao en avait également entendu parler par Onoka, qui a dit qu'elle serait en danger si elle y allait seule, c'est pourquoi elle est venue demander leur aide. Sans réfléchir une seconde, Kiria accepte et parvient d'une manière ou d'une autre à les emmener tous les trois dans un hôtel de luxe avant le coucher du soleil. Après avoir bien regardé le bain 5 étoiles, Kazuya demande si elle prévoit de dépenser ses frais de scolarité en une nuit, mais elle lui dit d'arrêter de penser qu'elle a besoin d'aide de sa part. Elle remarque ensuite que Sunao boude et lui dit de se remonter le moral pour qu'elle puisse profiter de la chambre d'hôtel, mais elle continue de parler de combien elle se sent mal d'avoir traité Kotetsu comme un couteau à beurre. Après qu'elle suggère de se concentrer sur ce qu'elle dit eux pour qu'il lui pardonne, les filles préparent leur melon pour un bon lavage, tandis que Kazuya lutte pour cacher son piveur. Sunao essaie de se distraire, mais ensuite Kiria commence à traire sa baguette magique juste à côté d'elle et attrape ses melons avant d'écarter ses cuisses pour que Kazuya voie ce qu'il rate. Après le dîner, Sunao panique en les voyant dans le même lit et Kiria décide d'aggraver la situation en embêtant Kazuya sous les draps jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter pour que Sunao ne se sente pas mal. Kiria lui dit alors qu'elle ne pourra pas ramener Kotetsu sans comprendre à quoi leur relation est censée ressembler. Pour continuer sa petite démonstration, elle enfourche son glizi et sort ses melons pour l'étouffer. Dans un rêve plus tard cette nuit-là, Sunao voit Kotetsu et essaie de s'excuser d'être sans cœur, mais il accepte tout le blâme pour ses compétences de niveau Sakura et continue de se faire passer pour inutile jusqu'à ce qu'elle se réveille.
Elle le sort ensuite et attrape la poignée en espérant un miracle, mais rien ne se passe. Le lendemain, il passe des heures à marcher dans les bois et Kiriha commence à se plaindre. Alors Kazuya lui dit de soit passer à sa forme Obi, soit de la fermer. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'entrée de la grotte et Sunao se précipite à l'intérieur tandis qu'ils la suivent, surpris par la mousse lumineuse. Sunao se dirige immédiatement vers la pierre spéciale et y place Kotetsu avant de dire une prière jusqu'à ce que sa magie soit amplifiée. L'instant suivant, un cocon apparaît de la pierre avec Kotetsu endormi à l'intérieur et Sunao commence à le supplier de se réveiller, les larmes coulant sur son visage, mais il reste inconscient. Juste à ce moment-là, un groupe d'Amasogi apparaît autour du cocon pour l'attaquer, mais Kiriha les élimine rapidement. Elle regarde de plus près et voit qu'ils sont ceux qu'il a autrefois vaincus et qui sont revenus comme une manifestation de sa douleur et de son doute de soi. Pendant qu'elle fusionne avec Kazuya pour repousser les Amasogi, Sunao continue d'appeler Kotetsu pour le réveiller. Ses cris ne font que le pousser à réfléchir davantage aux fois où il l'a déçu, mais son frère interrompt sa diatribe d'autodépréciation pour lui rappeler son véritable objectif. À ce moment-là, l'Amasogi qui a déclenché le traumatisme de Sunao apparaît et Kazuya essaie de le combattre, mais il le projette contre le mur avant de s'emparer du cocon de Kotetsu pour le dévorer. Sunao essaie de le sauver, mais Kazuya la retient tout en disant à Kiriha d'utiliser la possession divine. Elle refuse, disant qu'il pourrait être transporté dans un autre monde si cela tourne mal, et Kotetsu finit par devenir une lance Amasogi. Sunao tombe immédiatement et commence à pleurer, mais après quelques secondes, elle décide de rejeter le destin et utilise le pouvoir de son amour toxique pour ramener Kotetsu à la dernière minute. Après qu'ils se soient enfin embrassés, les orbites de Kazuya commencent à se remplir de larmes et Kiriha se demande pourquoi elle est associée à un tel lâche. Tout à coup, l'Amasogi revient pour les achever, mais Sunao le découpe en morceaux en un instant avec la possession divine. Quelques instants plus tard, il retourne dans la pièce et Kazuya continue de pleurer à chaudes larmes. Alors Kiriha le gifle avant de dire qu'il devrait se concentrer sur le fait que Sunao est trop faible pour déplacer ses gâteaux. Kotetsu commence à paniquer, alors Kiriha explique que la paralysie n'est qu'un effet secondaire temporaire de l'utilisation de la possession divine. Pour rendre les choses intéressantes, elle fait porter des bandeaux aux garçons dans le bain pendant que Sunao attend avec ses canons à découvert jusqu'à ce qu'ils commencent à nettoyer ses points d'amour. Quelques jours plus tard, ils rentrent chez eux et Sunao remercie Kukuri pour toute l'aide, tandis que Kazuya essaie une nouvelle phrase de drague sur Kiriha. Quand Sunao essaie aussi de remercier Kukuri pour l'hôtel de luxe, elle se sent confuse juste avant que Kakuyo lui parle d'un invité qui s'avère être Tagari. Après que Kiriha ait remis Kukuri, Tagari l'entraîne, tandis que Kiriha explique à Kazuya qu'elle a conclu un accord pour laisser Tagari emmener Kukuri à son sanctuaire pour 3 jours de tourments culturels. Dans la salle du club quelques jours plus tard, Kiriha est surprise d'apprendre que quelqu'un a donné l'oreiller Amasogi à Isuzu. Alors elle demande une description, mais tout ce dont Isuzu se souvient, c'est que la fille est une étudiante. Alors qu'ils essaient tous de comprendre pourquoi quelqu'un libérerait intentionnellement Amasogi, Mimehan commence à se plaindre de s'ennuyer, alors Yasuke lui dit d'arrêter d'agir comme si elle avait laissé son cerveau dans le ventre de sa mère. Elle continue en demandant pourquoi ils n'ont pas encore battu Kazuya et Kiriha, alors Akito lui rappelle un accord qu'ils ont conclu, mais elle se fâche et menace de s'en occuper elle-même. Le moment suivant, le poussin à Obi Noir attaque, alors Yasuke la défend avant de promettre de la maîtriser. Après qu'elle leur ait dit de s'en tenir au plan et soit partie, Yasuke demande s'ils peuvent vraiment lui faire confiance, et Urumi répond en disant qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils portent chance à leur maître. Cela a initialement rendu Akito et Urumi un peu insécurisés, mais Urumi leur a appris à utiliser correctement leurs capacités, alors ils ont posé des questions et elle leur a dit que ces capacités pouvaient aussi apporter de la malchance si la personne qui lançait tombait sur un. S'ils continuaient à lancer après cette première perte, la malchance s'accumulerait en une malédiction suffisamment forte pour les transformer en monstres. Mais les villageois ont aussi tué Urumi avec leur maître. Dans un accès de rage, Akito les a tous envoyés aux faucheurs, et ils ont passé les siècles suivants à passer d'un maître à l'autre, alors Yasuke a décidé de les épargner, attendant un aîné qui s'est présenté en pressant les petits pains à la vanille d'Urumi. Après avoir corrigé son cerveau rempli de démence, Tamen se présenta correctement à eux et dit qu'il était le bol qui les avait conduits, mais en oubliant à l'intérieur, car le village ne pouvait pas gérer d'autres personnes, et il ne voulait pas non plus être exposé aux dieux. Akito était beaucoup plus intrigué par le fait qu'ils vivaient tous sans avoir besoin des humains, alors Taman leur a parlé d'un Tsukumogami de maison d'il y a longtemps qui en avait assez de voir les humains maltraiter les Tsukumogami et a décidé de devenir le paradis caché qu'ils appelèrent maintenant chez eux. Au fil du temps, Akito et Hirumi se sont installés, et bien que Nimaan n'ait jamais cessé de jacasser, il s'est habitué à faire partie de la communauté. Mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait beaucoup plus dans l'histoire.
En se relaxant dans un bain un jour particulier, il essaya de comprendre pourquoi il se cachait à des dieux. Mais Taman interrompit sa séance de réflexion pour poser des questions sur Hirumi et révéla un fort désir de passer ses dentiers à travers ses gâteaux. Au fil du temps, Akito décida d'abandonner son enquête et accepta que la vie était enfin toute rose jusqu'au jour où deux Tsukumogami retrouvèrent leurs formes originales. Taman les emmena immédiatement dans un couloir secret pour voir les restes momifiés de Murai, le Tsukumogami qui avait créé leur village. Alors, il a coupé sa conscience et est entré dans un état de méditation permanente pour se concentrer uniquement sur le maintien de la force du village, suffisamment pour abriter les Tsukumogami qui étaient fatigués de l'humanité. Après la leçon d'histoire, Taman leur a dit que le fragment avait commencé à perdre ses pouvoirs, ce qui signifiait qu'ils devaient tuer un autre dieu pour en obtenir un nouveau ou risquer de perdre tout le village. Après qu'ils se soient tous deux retirés pour en discuter et aient finalement décidé d'aider le village, Taman a convoqué une réunion pour élaborer un plan. Il leur a ensuite dit que la première, et il a encore fallu des jours et d'innombrables pertes avant qu'ils ne la vainquent. Pour se protéger des autres dieux qui les auraient pris pour cible, il demandait à Hirumi d'utiliser son don de prédiction une fois par mois pour voir quel chemin mènerait au succès, afin de continuer à élever Amasagi pour drainer les pouvoirs des dieux régionaux. Elle leur a également dit de laisser Kazuya et Kiriya tranquilles, et de promettre de les aider seulement s'ils faisaient exactement ce qu'elle disait. Avec ce retour en arrière terminé, Akito leur rappelle pourquoi il est important de s'en tenir au plan d'Azami. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent dans un jeu avec Niman et Akito qui réalisent alors que cela doit être un Amasogi. Quelques minutes avant cela, Niman s'est fâché contre Akito pour avoir dépensé tout leur argent sans rien obtenir. Juste au moment où il en avait assez de la supporter et a suggéré de rentrer à la maison, elle a vu un nouveau jeu et a couru pour l'essayer. Elle a ensuite atterri directement sur la tête de Kazuya et Akito s'est inquiété parce qu'il avait passé tellement de temps à les observer de loin, comme Azami l'avait instruit. Kiriya avait déjà commencé à poser des questions parce que Niman savait déjà qui ils étaient, alors elle a dit qu'elle avait juste entendu parler d'eux à l'école. Akito a alors essayé de repartir, pensant que leur secret était en sécurité, mais Niman lui avait dit de jouer contre Kazuya, qu'il a ensuite reconnu de la classe et a dit qu'il était d'accord. Juste au moment où il essayait de raisonner Niman, Azami est apparu et a conjuré une forte concentration d'Amalison. Le capteur de Kiriya s'est immédiatement déclenché, mais ensuite ils ont été aspirés dans le jeu. Pendant qu'Akito les surveille, Kazuya dit à Kiriya qu'ils doivent arrêter l'Amasogi, mais elle lui dit de se détendre pour qu'il puisse d'abord se concentrer sur sa recherche. Juste à ce moment-là, un homme-enfant sans emploi nommé Hiroki les accueille dans le jeu et leur montre l'Amasogi avant d'expliquer son addiction au jeu, leur faisant réaliser que c'est lui dont le souhait a déclenché tout ce désordre. Kiriya se fait immédiatement bander les mains et dit qu'elle a ce qu'il faut pour vaincre tous les adversaires toute seule. Une fois que son premier adversaire est appelé, elle essaie d'utiliser le tissage en spirale, mais cela échoue. Alors Kazuya explique qu'elle doit d'abord remplir sa barre de magie avec des combos réguliers, avant qu'elle ne comprenne comment son adversaire déclenche une rafale interminable de coups de pied qui grignotent son niveau d'énergie jusqu'à ce que Kazuya lui dise de se baisser, en la faisant avaler une bouchée de champignons de pied. Comme si la défaite humiliante n'était pas suffisante, son adversaire modifie sa tenue en un bikini de chat suggestif pour que chaque otaku présent puisse se fixer sur son corps séduisant. Voyant tout leur regard dépravé sur elle, elle devient timide et rampe hors de la scène. Alors Kazuya demande pourquoi elle agit timidement alors qu'elle est habituellement une traînée sans père à la maison. Après qu'elle attrape sa veste et dit qu'elle n'aime ça que quand il voit son intrigue, Akito monte sur scène pour se battre et bloque chaque attaque avant de finir Doryumin avec un uppercut mortel. Hiroki appelle ensuite un Deathstroke de magasin à $1 comme son prochain adversaire et Kiriya le traite de fraude pour avoir laissé Kenshiro utiliser des épées. Mais Hiroki affirme que c'est légal. Akito utilise ses bras en ciseaux au dernier moment pour bloquer chaque attaque sans révéler sa véritable identité. Il utilise ensuite l'épée de Kenshiro contre lui, mais se fait aussi transpercer le cœur. Alors Hiroki laisse cela comme un match nul et Kenshiro améliore immédiatement la tenue de Mimana. Malheureusement, sa poitrine plate fait que celle-ci s'ouvre et Kenshiro admet sans honte être un PDF. Pour le prochain combat, Hiroki appelle un vieux bonhomme et Akito dit à Mimana de ne pas utiliser ses pouvoirs pour que Kiriya et Kazuya ne découvrent pas leur secret. Une fois sur scène, le vieux bonhomme libère une puissante explosion magique et elle sort immédiatement ses miroirs pour refléter l'attaque, laissant Akito figé de stupeur. Alors que Kiriya et Kazuya commencent à élaborer des théories pour expliquer comment elle a utilisé de tels pouvoirs, Hiroki monte enfin sur scène pour affronter Mimana. Cette fois, elle utilise la super vitesse pour créer des clones d'ombre, mais il utilise une rafale de coups de poing pour infliger des centaines de commotions avant de montrer son bras élastique.
Après avoir changé la tenue de Mimana en un costume de soubrette sexy, Kazuya monte sur scène et équipe Kiriya pour le dernier combat. Hiroki active alors le mode stéroïde instantané, mais Kazuya utilise un tissage de jambes pour déclencher une rafale de coups de pied qui épuise son énergie. En dernier recours, Hiroki devient une boule de feu et utilise la chaleur pour arrêter les attaques de Kazuya avant d'essayer de retirer ses entrailles avec des coups de poing plus chauds que le soleil. Alors qu'il semble que Kazuya est perdu, il utilise un éventail pour éteindre les flammes avant de se préparer à un coup de poing qui met Hiroki KO. Après être sorti du jeu, Hiroki remercie Kazuya de lui avoir permis de vivre un jeu aussi excitant et s'enfuit pour continuer sa vie pathétique. Juste à ce moment-là, Akito voit Azami se fâcher et essaie de faire signe à Mimana d'arrêter de parler à Kazuya, mais elle comprend mal et l'attire pour un baiser. En voyant cela, Azami perd le contrôle et brise le plafond au-dessus d'elle. Heureusement, Kazuya la sauve et lui offre une serviette sans se rendre compte qu'elle a perdu ses sens sous son charme. Kiriya sort immédiatement pour vérifier ce qui s'est passé, alors il essaie d'expliquer ce qui s'est passé mais Azami disparaît. Alors Kiriya demande à Mimana si elle est un Tsukumogami. Après que l'idiot au QI négatif l'admette et provoque une crise cardiaque à Akito, Kazuya commence à poser une série de questions pour en savoir plus sur eux. Plus tard, ils rencontrent Yasuki et Harumi pour parler de tout et conviennent de rester complètement à l'écart de Kazuya. Le lendemain, Akito et Harumi se retrouvent dans un autre jeu d'amasui avec Kazuya et Kirie. Une fille à lunettes nommée Wakana les accueille et explique qu'ils doivent répondre à des questions romantiques sur l'autre tout en lançant des dés pour gagner et libérer tous les autres couples qu'elle a piégés. Kiriya essaie immédiatement d'attaquer mais une barrière magique l'en empêche, alors Wakana lui dit d'oublier de sortir sans suivre les règles du jeu. Elle leur dit aussi que le couple gagnant peut poser à l'autre n'importe quelle question à laquelle il doit répondre honnêtement. Alors Akito devient sérieux pour gagner afin de protéger leur secret. Après avoir lancé le premier dé, ils tombent sur une question concernant le nombre de fois où ils ont applaudi, alors ils prennent tous un moment pour réfléchir avant d'admettre qu'ils sont des vierges inexpérimentées. Quelques minutes plus tard, Akito et Harumi prennent la tête, mais ensuite on lui demande son endroit spécial, alors il se souvient quand Mimana a dit que c'était définitivement ses seins. Il donne la réponse, mais le jeu la rejette et essaie de lui donner la bonne. Harumi l'assomme pour qu'il ne l'entende pas et il se réveille quelques instants plus tard au début du jeu. Après qu'elle lui ait dit que chaque échec entraîne la disparition d'un vêtement, il décide de donner le meilleur de lui-même, mais ils finissent par échouer jusqu'à ce qu'Harumi écrase ses gâteaux sur la tête de Kazuya. Wakana arrive alors pour la dernière question et demande au gars qui est la personne qu'ils aiment le plus. En entendant cela, Kiriya devient un peu trop confiante et dit que ça doit être elle, mais ils sont renvoyés au point de départ. Akito passe ensuite quelques minutes à réfléchir à sa réponse et réalise qu'il n'est jamais tombé amoureux. Alors Harumi prend le relais et les ramène tous à la réalité. Après qu'ils aient expliqué comment Wakana a accepté de se débarrasser de la Masuji sans expiation, Kazuya demande s'ils aimeraient rejoindre le club, mais Akito refuse de protéger le secret. Kiriya lui dit alors que Mimana a donné une très bonne description de son zizi et il accepte de l'empêcher de le dire à Harumi. Plus tard dans la nuit, Kiriya raconte aux filles la trahison de Kazuya pour obtenir leur soutien, mais elles commencent toutes à penser qu'il les veut et l'attaquent Tori pour obtenir des réponses. Bakara arrive ensuite avec un oreiller spécial qui l'envoie dans un rêve où ils attendent avec impatience le poussin qu'il aime jusqu'à ce que sa version féminine du rêve Amasoji d'Asuju apparaisse. Dans un autre rêve, Kazuya se souvient quand il a fabriqué un Amazoji gomme par ennui et a dû le renvoyer dans le royaume des ombres parce que Kanaka le lui a dit. Il la regarde ensuite combattre un tas d'Amazoji et se demande pourquoi il n'a pas encore tous ses souvenirs. Alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter parce que le sceau s'affaiblit. Alors qu'elle s'éloigne, il essaie de l'arrêter, mais le pied de Kiriya le ramène à la réalité. Plus tard à l'école, Akito essaie de parler à Azami de rejoindre le club de Kazuya pour savoir si ça lui convient, mais elle continue de l'ignorer. Alors Mimana lui arrache la capuche et ils la surprennent en train de s'obséder sur l'odeur de Kazuya. Après s'être embarrassée et cachée, elle leur dit de s'assurer qu'il n'arrive rien à Kazuya. Yasuki explique ensuite comment rejoindre le club les rapprochera de Kukuri, et Akito est d'accord, avant de dire que surveiller Kazuya les aidera à tout apprendre pour l'arrêter le moment venu. Quelques instants plus tard, ils partent, alors Azami contacte sa jumelle, qui est toujours au village, pour la tenir informée de la mission. Alors qu'elle continue de renifler la serviette, Akito et Mimana se présentent au reste du club, et Shiro essaie de poser des questions sur les méga-melons de Rumi, mais Shisato le transforme en scène de crime. Akito prétend ensuite n'avoir aucune expérience en combat, alors Kiriya propose de lui faire une démonstration en direct.
Quelques minutes plus tard, ils trouvent un oursin à Masoji et Osamu dit qu'il protège probablement un introverti effrayant de son anxiété sociale. Kirii dit alors à Kaito d'essayer de le briser, mais Nimana a une idée et scanne son reflet avant de copier son corps et ses pouvoirs. Après être passé à Obifirm, Akito essaie le coup de poing tissé qu'il a vu Kazuya utiliser dans le jeu, mais cela ne fait presque pas de dégâts, alors Kiriya passe quelques minutes à lui enseigner d'autres compétences qui échouent également. Alors qu'ils essaient de trouver une nouvelle attaque, Shiro suggère d'utiliser le pouvoir des Trayeuses et supplie Chisato de l'écouter avant d'expliquer que montrer un peu d'intrigue pourrait intéresser les otaku au monde extérieur à nouveau. Nimana arrache immédiatement ses vêtements et reçoit une légère commotion de Kiriha avant qu'il ne réalise que cela n'a également eu aucun effet. Nimana part ensuite à la recherche d'Urumi et revient avec une copie parfaite de ses melons, alors Shiro teste pour voir s'ils sont aussi doux qu'il l'imaginait avant de se faire fracasser le crâne. Nimana demande encore s'il y a quelqu'un d'autre à copier, alors Kiriya déchire son uniforme pour voir si elle aime être exposée. Juste à ce moment-là, le type introverti sort pour prendre une photo et obtient un aller simple pour les urgences avant que Kukuri n'apparaisse pour les féliciter et se présente à Akito et Urumi. Alors que Kukuri continue de parler avec Nimana, Akito repense à la façon dont Azami l'a décrite et décide d'éviter tout mouvement brusque jusqu'à ce qu'ils en sachent plus sur ses pouvoirs. Comme prévu, Nimana lui demande bêtement de démontrer ses capacités et Kukuri, qui est trop stupide pour soupçonner quoi que ce soit, commence à tremper Kiriha avec de l'eau alors que Kiriha immédiatement attaque. Akito réalise qu'il l'a surestimé et rencontre Yasuke et Urumi plus tard dans la nuit pour en parler. Pendant ce temps, Mimeane retrouve la maison de Kazuya et les rejoint dans le bain pour continuer ses recherches sur la taille de son Glizi. À ce moment-là, Kukuri est sur le toit avec Kokuyo, essayant de gérer une accumulation de Malsots, mais elle perçoit alors l'énergie spirituelle de 4 Tsukumogamis et envoie Kokuyo les examiner. En rentrant à l'intérieur, Mime-en lui fait un câlin et explique à quel point le bâton magique de Kazuya est petit avant de l'emmener dans le bain pour un moment spécial entre filles. Quelques instants plus tard, Tagari arrive avec Kokuyo qui est à peine consciente et ils la recousent tous avant que Kazuya ne demande ce qui s'est passé. Kokuyo leur dit alors qu'elle a rencontré les 4 Tsukumogami et leur a demandé pourquoi ils étaient venus, ce à quoi ils ont répondu qu'ils fuyaient leur maître pour trouver un endroit où rester avec l'aide de Kukuri. Elle a trouvé suspect qu'ils se soient tous échappés ensemble et cherchait spécifiquement Kukuri au lieu de leur dieu local, alors ils l'ont attaquée jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour se défendre. Heureusement, Tagari est apparu au dernier moment pour aider, alors ils se sont retirés et elle a ramené Kokuyo chez elle. En entendant cela, Kukuri réalise ce qu'ils veulent et leur raconte l'histoire de Mayoiga, le village Tsukumogami créé à partir du fragment de malédiction d'un dieu vaincu. Après que Tagari dit que l'un d'eux l'a suivi jusqu'à chez elle pour savoir où ils vivent tous, Kukuri essaie d'aller se battre, mais elle l'arrête et propose de combattre 2 d'entre eux pendant que Kazuya et Kiriha s'occupent des autres. Kiriha lui dit alors de ne pas s'inquiéter puisqu'ils ont aussi Mime-en, qui appelle immédiatement les autres pour tout leur dire. Après y avoir réfléchi, Yasuke dit qu'il vaudrait mieux les rejoindre et abattre Kukuri. Mais Mime-en leur dit de ne même pas y penser parce qu'elle a utilisé le bain pour bien observer Kukuri et n'a trouvé aucun point faible. Plusieurs minutes plus tard, Akito arrive à la maison pour aider. Alors Kiriha et Kazuya expliquent le plan, tandis que Mime-en montre à Tagari chaque recoin des complots de Kukuri pour qu'elles deviennent meilleures amies. Quelques instants plus tard, Genbu arrive avec les autres. Alors ils choisissent leurs adversaires et se précipitent pour protéger Kukuri. Akito et Mime-en s'éloignent d'abord à une distance sûre et disent à Genbu que ce n'est toujours pas le bon moment pour attaquer Kukuri, mais il leur dit que beaucoup de villageois ont perdu leur énergie spirituelle avant de sortir sa hache pour se battre. Au même moment, Tagari piège Jungu et Sanga avec un pilier de barrière et demande s'ils sont venus jusqu'ici juste pour s'enfuir comme Zenitsu pleinement conscient. Pendant ce temps, Kazuya continue de recevoir des coups de Kyuka et essaie de riposter, mais elle joue une mélodie créant une barrière et affirme qu'ils ne sont pas à la hauteur de ses capacités. De retour dans les bois, Mimane essaie d'aider Akito, mais il finit par toucher Genbu et lui dit de ne pas s'inquiéter. Genbu le félicite alors d'avoir retenu l'entraînement avec Chikai et il accepte humblement les louanges avant que Genbu ne charge sa hache pour un coup puissant qui divise presque toute la forêt en 2. Sentant le changement dans son niveau de puissance, Akito essaie de bloquer les attaques, mais Genbu se rapproche encore plus et manque de peu de lui couper la jambe. Après avoir réussi à entailler sa peau, Akito lui dit de retourner avec les autres pour que leur petite quête annexe ne gâche pas la mission, mais Genbu refuse et fonce pour une autre attaque.
Akito essaie alors de le couper à nouveau, mais Genbu le bloque avec un étui à ciseaux qui le choque dans un état de paralysie alors qu'il est encore contrôlé par la nature de sa véritable forme. À ce moment-là, Jungu et Sanga commencent à déchaîner un flot incessant d'attaques, donc Tagari continue d'essayer d'esquiver jusqu'à ce qu'il passe ses piliers et porte un coup qui déchire son épaule. Kazuya continue également à se faire battre et ignore l'avertissement de Kiriha pour attaquer, ce qui le laisse vulnérable à une autre des explosions de Kyuka. Après que Kiriha l'ait protégé d'une autre attaque, il essaie d'utiliser la possession divine, mais elle lui demande s'il a laissé son cerveau à la maison parce qu'il refuse de l'utiliser pour se battre. Kyuka leur dit alors que Kokuyu était un adversaire bien meilleur parce qu'elle était assez intelligente pour utiliser des attaques tactiques contre eux jusqu'à ce qu'elle commence inévitablement à encaisser plus de coups qu'elle ne pouvait en supporter. Elle explique ensuite comment les cris de Kokuyu ont inondé ses murs intérieurs et dit qu'elle est impatiente d'entendre le genre de cris que Kukuri fera quand ils arriveront à elle. Le moment suivant, Kazuya ordonne à Kiriya d'utiliser la possession divine et fonce à une vitesse supersonique. Alors Kyoka essaie d'utiliser une autre explosion, mais il soulève un mur pour bloquer l'attaque. Après avoir esquivé ses lances, elle charge la flûte pour son explosion la plus puissante et pense l'avoir enfin envoyée dans le royaume des ombres. Mais il l'a bloquée avec un bouclier insonorisé. Avant qu'elle ne puisse encaisser le choc, il fonce à la vitesse du son et prépare son poing pour un coup de poing dévastateur. Mais Kiriya lui dit de ne pas l'achever au dernier moment, alors il s'arrête avec son poing à quelques centimètres de sa boîte. Tandis qu'elle se souille de peur et accepte sa défaite humiliante, Tagari se relève pour prendre Senga et Jungu un peu plus au sérieux en transformant l'un de ses piliers en un bazooka géant. Alors qu'elles se chargent, ils utilisent leurs boucliers les plus puissants pour bloquer, mais elles les traversent et les ramènent tous les deux à leur forme originale. En même temps, Akito vient d'utiliser des baguettes du seul arbre connu pour affecter une hache. Alors Genbu canalise tous ses pouvoirs dans une dernière frappe, mais Akito le tranche en un instant et le ramène également à sa forme originale. Après avoir rappelé à Akito qu'ils étaient censés le ramener vivant pour un interrogatoire, Mimana lui dit qu'il n'y avait aucun moyen que Genbu et les autres aient assez de force pour vaincre Kukuri et récupérer son éclat après les avoir combattus. Akito réalise alors que les 4 d'entre eux étaient une distraction, mais il est déjà trop tard car Kukuri vient d'être entouré par un autre groupe de Tsukumogami du village. Après avoir clarifié leur intention, un chauve sous stéroïdes décide de donner le premier coup avec son bâton magique. Juste à ce moment-là, Mimana et Akito rattrapent Kazuya pour leur en parler. Alors, ils se précipitent tous vers le temple et arrivent juste à temps pour voir le bodybuilder dopé se faire envoyer dans les limbes. Alors que les autres se préparent à combattre Kukuri, Kazuya essaie d'aider, mais une barrière les empêche d'entrer. Ils regardent donc Kukuri utiliser ses compétences aquatiques pour esquiver plusieurs attaques avant d'éliminer les assassins à l'esprit lent un par un. Après avoir éliminé tous les autres, elle donne au dernier sbire une chance de parler. Mais il invoque une bête d'eau, alors elle utilise une technique d'aiguille tournante pour les transpercer tous les deux, annulant leur barrière dans le processus. Kazuya et les autres se précipitent pour complimenter ses compétences. Mais ensuite, Kirie sort et essaie de déchirer sa boîte en deux pour avoir éliminé tous les sbires qu'ils étaient censés interroger. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux et Kukuri demande des nouvelles de Kyuka. Alors Kiriya explique comment son énergie spirituelle s'est épuisée alors qu'ils essayaient d'obtenir des réponses d'elle. Kukuri la confie ensuite à Kazuya pour qu'il puisse aider à restaurer une partie de son énergie spirituelle avant que Kiriha ne suggère de quitter la pièce pour que Kokuyu puisse se reposer. Kazuya l'arrête avant qu'elle ne parte pour s'excuser de l'avoir forcée à une possession divine, mais elle l'ignore alors il fait une sieste pour gagner assez d'énergie pour ses caprices. Akito et Mimana commencent alors à partir pour donner une mise à jour à Yasuki et Hirumi. Mais ensuite, Hirumi les trouve et reprend son souffle avant de dire qu'il y a eu une révolte dans le village. Quelques minutes plus tard, Tagari et Kukuri emmènent Kazuya dans le bain pour élaborer un plan. Mais Kukuri, qui s'était enivré plus tôt, va trop loin et s'assoit sur son glizzy tandis que Tagari filme sous tous les angles pour obtenir le plan parfait. Ensuite, Kukuri commence à avoir du mal avec tout l'alcool, mais Tagari continue la séance photo jusqu'à ce que Kiriha demande si elle a fait des plans concernant la tentative sur la vie de Kukuri. Elle leur parle alors d'un groupe connu pour gérer les dieux du Japon, alors Kazuya demande si elle envisage de demander de l'aide à un autre dieu. Après avoir expliqué davantage que la présence de 2 dieux dans une même région ne fera qu'entraîner un déséquilibre qui affectera Kukuri, elle leur dit de ne pas s'inquiéter car un message a été envoyé à l'endroit où les exorcistes reçoivent leur formation. Kiriya essaie alors de dire qu'elle ne devrait pas trop attendre d'eux, mais elle entend ensuite la sonnette et voit Sunao et Kotetsu.
Pendant ce temps, la jumelle d'Azami ramène Akito et les autres à Mayoiga juste à temps pour voir toute la destruction en ville. À ce moment-là, ils sont entourés par des monstres d'argile et Akito réalise que c'est l'aptitude d'un Tsukumogami nommé Sanjuro. Mais avant qu'ils ne commencent à se défendre contre ces attaques, Azami leur dit que la seule solution est de l'éliminer. Alors, utilise son miroir pour le trouver et Akito se précipite pour l'abattre. Alors qu'il essaie de comprendre tout cela, Chikagi apparaît, Azami demande des nouvelles des autres et elle dit qu'il ne devrait plus y avoir de problème car Sanjuro était le dernier insurgé. En entendant cela, saute sur elle avec enthousiasme pour lui demander comment elle va, mais cela provoque l'effondrement de la dernière sculpture de Sanjuro sur leur tête. Quelques instants plus tard, Akito et Azami retrouvent Taman, qui explique ensuite comment les insurgés se sont agités après que Genbu et les autres soient partis chercher Kukuri. Yasuki trouve toujours étrange que les insurgés aient pu se battre contre des guerriers puissants comme Chikagi. Alors Taman lui parle d'un rituel interdit que les insurgés ont effectué en dévorant des humains pour devenir des monstres surpuissants. Après qu'ils aient tous les deux expliqué ce qui s'est passé avec Kukuri, Taman leur dit que le fragment de Murai ne durera qu'environ 1 mois et demande après les filles. Ils lui disent alors qu'elles se dirigent probablement vers le bain pour se laver et il essaie d'aller voir leur mochis, mais ses assistants le retiennent malgré ses supplications éhontées. Le lendemain, Kazuya retrouve enfin ses forces et essaie de prendre une douche, mais il trouve Sunao qui est sur le point de cirer ses melons et reçoit un uppercut dévastateur pour avoir espionné. Quelques instants plus tard, Kukuri explique qu'elle et Kotetsu resteront pour aider en cas d'une autre attaque, mais Kazuya prête plus attention au fait qu'elle porte l'uniforme de son école. Plus tard, elle se présente à tout le monde en classe et imagine à quoi ressemblera la scolarité avec Kazuya avant de réaliser qu'elle n'est même pas dans la même classe que lui. Pendant ce temps, Shiro a déjà parlé d'elle à toute la classe et exprime son fort désir de casser ses mèches avant qu'elle ne puisse entendre parler de son addiction aux femmes. Après que Sunao ait passé la majeure partie de la matinée à bouder de ne pas être dans la classe de Kazuya, elle décide de se concentrer sur d'autres moyens d'être avec lui et commence par rejoindre le club. Voyant à quel point Shiro est contrarié par le fait qu'ils se connaissent déjà, Kazuya explique l'attaque sur Kukuri pour lui faire comprendre pourquoi elle doit aider. Elle leur présente aussi Kotetsu, ce qui fait que Shiro se sent un peu mieux jusqu'à ce qu'elle leur dise qu'elle va rester chez Kazuya. Shiro attaque immédiatement et essaie de l'étouffer pour toujours trouver un moyen d'agrandir son harem. Après qu'il ait purgé sa punition, Sunao l'emmène dehors pour lui demander s'il se souvient de leur accord. Il demande alors si c'est la promesse de continuer à s'entraîner ensemble et elle répond en le mettant dans une prise d'étranglement pour l'avoir oublié. Elle passe ensuite quelques minutes à le battre avant de dire qu'ils utiliseront leur Tsukumogami pour la prochaine fois et de demander des nouvelles de Kiriya. Immédiatement après le bain, il la trouve dans le salon et jure qu'il ne la remplacera jamais par un autre Tsukumogami car personne d'autre ne pourra jamais égaler son côté bizarre. Le lendemain, elle le rejoint pour un autre match d'entraînement contre Sunao et redevient elle-même. Après le combat, Kazuya attrape la main de Sunao pour faire une confession et elle s'attend à entendre les mots magiques, mais il la relègue brutalement à l'amitié avec un sourire sur le visage, la laissant traumatisée pour le reste de la journée. Pendant ce temps, de retour à Mayoiga, Akito repense à la façon dont Kazuya a dit qu'il allait trouver un bon humain pour Kyuka afin qu'elle n'ait pas à risquer sa vie en combattant contre les dieux. Harumi l'appelle ensuite à l'intérieur pour une réunion et Taman révèle que sa dernière prédiction a montré 2 éclats malissants destinés à se battre l'un contre l'autre. Le moment suivant, Murai se révèle à eux et Chikagi demande s'il est prudent pour lui d'être éveillé à cause du pouvoir du fragment. Mais il affirme qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car c'est trop faible pour causer des dégâts. Après que Taman dit que la prédiction d'Harumi signifie qu'il est destiné à combattre Kukuri, Murai leur dit qu'il est temps de mener une guerre totale visant à éliminer tous ceux qui sont liés à Kukuri pour s'assurer qu'ils obtiennent le fragment et préservent le village. Le lendemain matin, un assistant du temple termine le nettoyage juste avant qu'un énorme bateau ne s'élève de la forêt et ne prenne son envol. Il pense d'abord que c'est juste un bateau Tsukumogami, mais ensuite il regarde de plus près et voit Mirae avec les autres. Alors que Nimane s'enthousiasme d'être si haut, Kazuki a du mal à comprendre comment Mirae a réussi. Il explique comment combiner le village avec les pouvoirs d'un Tsukumogami de bateau les gardera tous énergisés jusqu'à la fin de la mission. Il active le fragment pour recouvrir tout le bateau d'assez de malaisons pour le rendre invisible.
Quelques instants plus tard, Kukuri reçoit un appel à leur sujet, alors elle informe Kazuya et Kiriya avant qu'ils n'arrivent au sanctuaire pour se préparer. Juste à ce moment-là, Tagiri arrive avec un schtroumpf vivant, qui se présente ensuite comme le dieu de la météo. Pour être sûr qu'il peut faire plus que prédire la pluie, Tagiri demande s'il a assez de force pour un combat, et il répond en se lançant dans ses seins jusqu'à ce qu'elle fracture son vieux cerveau et le projette dans le ciel. Au même moment, Kukuri ordonne à Kokuyo de rentrer chez elle, mais elle refuse de la quitter. Alors Kiriya lui dit d'abandonner car ils vont avoir besoin de toute l'aide possible. Quelques minutes après que Mirai ait rendu le bateau invisible, Azami leur a dit de ne pas faire de mal à Kazuya et Kiriya, mais Mirai a dit que ce serait impossible, alors elle leur a rappelé l'accord qu'ils avaient conclu en échange de son aide. Après que Taman ait également dit qu'il serait impossible de ne pas lui faire de mal, elle a commencé à se préparer pour les affronter, alors Akito a proposé de garder Kazuya et Kiriya occupés jusqu'à la fin de la mission. Azami a alors dit qu'elle ne pouvait pas attaquer avec eux et est descendue du navire à cause d'une barrière protégeant toute la région. De retour sur le navire, Mirai explique la mission en détail pour s'assurer qu'ils comprennent tous juste avant que l'invisibilité du navire ne soit annulée par un mur de feu entourant la barrière. Honoka se révèle alors et les traite d'idiots pour avoir pensé qu'ils pouvaient simplement passer sans être détectés, choquant Taman, qui demande ensuite comment elle a pu savoir qu'ils arrivaient. Après qu'elle propose d'épargner leur vie s'ils oublient complètement la mission, Mirai lui dit que reculer n'est plus une option et donne à Nimane le signal de préparer leur attaque. Réalisant qu'il la sous-estime parce qu'elle est une projection, Tomoka lance une boule de feu qui engloutit tout le navire. Mais leur défense garde le navire intact, alors Mirai leur donne un spécial David Goggins pour les motiver. Tomoka neutralise alors la première attaque et affronte l'assistance de Taman jusqu'à ce qu'il l'enchaîne et la baigne dans une rafale de coups d'aiguille. Après avoir échappé à leur attaque, Chikagi commence à la dominer, alors elle s'envole pour activer un phénix enflammé, qu'elle utilise ensuite pour détruire tout le navire. Le moment suivant, elle voit que tout cela était une illusion créée par Nimane, mais après avoir découvert où se trouve le véritable navire, elle réalise que Mira et les autres l'ont abandonné pour se diriger vers Kukuri. Juste au moment où elle se tourne pour les atteindre, Yasuki lui dit que la libération excessive de Malison par Mirai va provoquer une augmentation de l'activité d'Amasaji, ce qui signifie qu'elle doit rester en arrière pour la contrôler pendant que lui et Nimane feront tout leur possible pour la ralentir. Quelques minutes plus tard, Mira et les autres arrivent au sanctuaire et il rend hommage à Kukuri avant qu'elle ne fasse de même et disent qu'elle attendait leur rencontre avec impatience. Il lui rappelle alors que leur cause a commencé avec la trahison de ses compagnons dieux et dit qu'il n'hésitera devant rien pour obtenir son éclat. Mais elle lui dit alors que le dieu de son époque ne pouvait tout simplement pas les aider parce que les dieux ne sont pas aussi puissants qu'ils le pensent. Après qu'elle ait démontré que mordre plus qu'on ne peut mâcher n'est pas toujours une bonne idée, ils se chargent tous les deux et s'attaquent avec une intensité qui aveugle pratiquement tous ceux qui sont à proximité. Alors que Mira commence à la surpasser, Kazuya court pour aider, mais elle lui dit de se concentrer sur les autres. Sans autre option à sa disposition, elle annule la barrière pour absorber toute son énergie et revient à sa véritable forme avant de projeter Mira au loin. Il essaie alors de comprendre comment elle est si forte, alors elle le démontre en déversant une rivière entière sur sa tête. Voyant à quel point il est devenu faible, Chikagi essaie d'aider, mais il lui dit de rester en arrière. Alors Kukuri s'approche pour l'achever. Après que Kazuya lui ait dit d'arrêter de se battre pour qu'il puisse trouver une solution, Mirae lui dit de ne pas s'en soucier, car son chemin a été scellé après qu'il ait choisi de tuer un dieu. Il essaie alors d'attaquer, mais ils regardent tous avec stupeur Azami lui transpercer la poitrine pour récupérer le fragment. Kukuri réalise immédiatement qu'elle attendait ce moment précis et tente de récupérer le fragment, mais elle le place rapidement dans le cocon Obi qui flotte ensuite et s'ouvre pour révéler Kanaka qui était en hibernation. Alors que Chikagi a du mal à accepter le fait que Mirai a été envoyé au Seigneur, les autres continuent de fixer Kanaka. Akito, quant à lui, devient fou en essayant de comprendre comment ils n'ont pas vu cela venir. Avant d'affronter Kukuri, Mirai avait demandé à Hirumi une autre lecture et tout se déroulait toujours comme prévu. Par précaution, il leur avait dit de rester à proximité dans les buissons et de continuer à observer le résultat potentiel afin qu'ils puissent s'échapper si les choses devenaient incontrôlables. Au même moment, Honoka se lasse de gérer les réflexions de Nemana, mais ensuite l'invisibilité du vaisseau s'estompe et le Tsukumogami derrière lui leur dit qu'il ne peut plus sentir la magie de Mirae avant d'imploser. Alors que les autres commencent à tomber et à reprendre leurs formes originales, Chien utilise son nuage de fumée pour attraper Taman, mais il n'en a pas assez pour les autres, alors Honoka les rassemble avec ses pouvoirs. Elle leur dit alors de se rendre et propose de les garder en sécurité avec son énergie spirituelle en échange, ne laissant à Taman d'autre choix que de se rendre. À ce moment-là, l'éclat entre dans la poitrine de Kanaka, la faisant se réveiller et réaliser que ses melons pendent au vent.
Après s'être habillée, elle remercie les filles de l'avoir ramenée et salue tout le monde. Mais Kiriha passe à sa forme humaine et dit que Kanaka ne peut pas être en vie parce qu'elle l'a poignardé à travers la poitrine. Kukuri dit alors à Kazuya que c'est lui qui a en fait créé les deux Azumas, qui ont ensuite possédé Kanaka. Après qu'un flash de mémoire lui rappelle que la possession était la raison pour laquelle Kiriha a dû la tuer, il perd l'équilibre et Kiriha lui dit que Kanaka a été possédé à cause d'une vulnérabilité inattendue dans son esprit. Il demande alors à Kukuri s'il y a un moyen de la sauver, mais elle dit que cela ne sert à rien, car la vraie Kanaka est partie depuis longtemps. Il essaie encore de parler à Azami, mais elle le retient et explique qu'ils veulent en fait le finir parce qu'il est le seul à pouvoir les détruire. Comme si cela ne suffisait pas, elle lui dit que si quelqu'un d'autre les bat, lui et toute la ville seront détruits, ce qui signifie qu'il doit maintenant applaudir Kanaka et les deux Azuma aussi. Avec le cours intensif terminé, Kanaka lui dit d'en finir parce qu'elle attend une chance de montrer sa force de maman. Alors qu'elle continue de jacasser sur son envie de se battre, Kazuya essaie de comprendre la folie qui se déroule devant lui. Juste à ce moment-là, Shikagi jure de faire payer Kanaka pour avoir mis fin à Mirae, mais elle les remercie simplement d'avoir livré le fragment et leur donne la permission de s'enfuir comme récompense. Shikage charge alors pour attaquer, mais ils sont tous décimés en un instant, alors Kiriha dit à Kazuya de s'enfuir car il n'y a aucun moyen qu'il puisse la vaincre. Pendant ce temps, Hirumi et Akito peuvent à peine croire ce qu'ils viennent de voir, car, bien qu'ils aient pu prédire son attaque, ils ne l'ont pas vu bouger d'un pouce. Akito joue ensuite au Doctor Strange pour trouver un moyen de la vaincre et réalise que c'est tout simplement impossible. Alors il dit à Hirumi de ne même pas y penser. Kiriha continue de dire à Kazuya de fuir, mais Kukuri lui dit d'arrêter parce que le but de Kanaka est de le tuer, ce qui rend le combat à mort la seule option possible. Après que Kanaka demande s'ils ont fini la répétition générale, Kukuri présente ses excuses pour ce qui s'est passé dans le passé et Kanaka promet de tout laisser passer si elle enlève le sceau sur Kazuya pour qu'ils puissent tous les deux se donner à fond. Kukuri refuse alors et dit qu'il ne pourra porter que le coup final, donc Kanaka décide de la combattre en premier, mais ensuite Tagiri apparaît et attaque avec une compétence de pilier extensible. Après que Kanaka esquive et équipe Azami pour contrer, Yogokoro intervient avec une attaque de foudre qui parvient à déchirer le tissage du bouclier de Kanaka. Juste à ce moment-là, Tsunao apparaît et Kanaka s'excite à l'idée de croiser le fer avec elle, alors elle porte un coup dévastateur avant d'utiliser la possession divine pour déclencher son attaque la plus puissante à ce jour. Après que Kanaka l'engloutit comme un anka, Tagiri reprend ses attaques et Yogokoro la soutient, tandis que Kukuri commence un sort qui invoque le grand serpent d'eau. Kanaka prépare immédiatement son bouclier pour l'attaque, mais Tsunao la frappe avec une entaille qui la laisse s'exposer au serpent. Alors qu'elle lutte pour le repousser, Tagari et Jagukoro activent également leurs attaques les plus puissantes et parviennent à la mettre KO. Kukuri dit alors à Kazuya de porter le coup final et réalise que Kanaka a déséquipé Azami, mais ils sont tous attaqués et subissent de vilains coups. Kukuri parvient à rester entière et les repousse tous les deux avant de déchirer leur tissage de lance. Juste au moment où elle lance des glaçons pour les attaquer, Kanaka se relève. Alors, ils passent en forme Obi et elle détruit les glaçons avant de dire à Kukuri à quel point elle est excitée de se battre à nouveau contre elle. Après qu'ils aient tous les deux pris leur tour pour porter des coups, Kanaka utilise un marteau-pilon au maximum pour écraser Kukuri, mais elle active sa forme la plus puissante pour contrer. Kanaka passe aussi à la sienne, alors elles se précipitent toutes les deux et lancent des coups de poing qui transforment tout le temple en une réplique de l'explosion d'Hiroshima. Alors que la poussière commence à retomber, Kanaka dit à Kukuri que la jumelle d'Azami est venue en ville pour les surveiller de près, juste pour avoir un avantage pour cette bataille finale. L'instant d'après, elle transperce la poitrine de Kukuri et retire son éclat avant de jeter son corps. Alors que Kiriha et Kazuya regardent avec horreur, Kokuyo devient folle et se précipite pour attaquer, mais Kanaka la repousse facilement et demande à Kazuya s'il est prêt. Voir son visage ramène Kiriha à l'époque après la naissance de Kazuya, lorsque Kanaka lui a dit de le protéger à tout prix. Elle pensait au départ que c'était une blague, mais Kanaka n'arrêtait pas de demander, alors elle a promis de le garder en sécurité à tout moment. Kanaka essaie toujours de comprendre pourquoi sa mère est devenue une folle assoiffée de sang, alors Kiriha lui dit de regarder autour de lui pour voir qu'il ne reste plus rien de Kanaka là-dedans. Ils activent alors la possession divine et attaquent de toute leur force, mais Kazuya est projeté au sol avec une force incroyable qui le fait crier de douleur. Après avoir exprimé sa profonde déception envers eux deux, Kanaka se prépare à le terminer, mais Kiriha se sépare au dernier moment et se sacrifie pour le protéger.
Kazuya perd complètement la tête et essaie frénétiquement de ramasser son corps de bille déchiqueté, alors Kanaka décide de le sortir de sa misère, mais elle est soudainement repoussée par Kazumi. Après qu'elle ait dit à Kazuya de se ressaisir, Kanaka demande si elle pense vraiment avoir une chance, alors elle sort son Tsukumogami et Saori pour la combattre. Alors que Kazuya succombe aux effets de la possession divine, Kasumi dit quelque chose à propos de lui donner 3 ans avant qu'elle et Saori ne passent à l'attaque. Quelques jours plus tard, Kazuya se réveille dans son lit et commence à chercher tout le monde dans la maison jusqu'à ce que son père l'appelle au salon. Après s'être assis, une naine laide nommée Aoi se présente comme la directrice de l'école Malison Exorsa, avant qu'il ne demande à Bakura des nouvelles des autres. Aoi lui demande alors ce dont il se souvient avant de se réveiller, alors il lui parle du combat contre Kanaka et dit que ça devait être un très mauvais cauchemar. Awa lui assure que tout cela s'est vraiment passé et explique comment elle et un groupe d'exorcistes sont arrivés au sanctuaire un peu tard et ont trouvé un cocon avec un sablier dessus. Pendant que les autres se dispersaient pour trouver des survivants, elle s'est approchée pour regarder de plus près et a rencontré un hologramme de Saori qui a ensuite proposé d'expliquer tout. Après que Kazuya se soit évanoui, elle et Kasumi ont chargé, mais au lieu d'attaquer, elles ont couru autour de Kanaka et ont utilisé un sort pour créer un cocon afin de les garder tous les 3 figés pendant 3 ans. Aoi lui dit alors que c'était pour qu'il ait suffisamment de temps pour devenir assez fort pour affronter Kanaka. Il demande ensuite des nouvelles des autres et elle lui dit que le seul avec des dommages significatifs est Kokuyo qui est encore en traitement dans le sanctuaire. Après qu'elle lui ait dit que Kukuri ne reviendra malheureusement pas, il demande des nouvelles de Kiriha et Kazuaki lui dit de se préparer avant de lui montrer la boîte qu'ils ont utilisée pour emballer ce qui restait d'elle. Quelques instants plus tard, il retourne dans sa chambre pour la tenir et les filles le suivent pour dire qu'il n'a pas d'autre choix que de rejoindre l'Académie des exorcistes. Aoi explique en outre que bien qu'il puisse être capable de gérer Kanaka après les 3 ans écoulés, cela conduirait tout de même à une expiation capable d'anéantir toute la ville, ce qui signifie qu'il doit être celui qui l'arrête. Après avoir passé quelques heures à penser aux filles, il se nettoie et s'assoit avec son père pour dire qu'il partira avec Aoi pour compenser toutes les fois où Kiriha et les autres l'ont protégé. Après que Kazuaki ait offert ses bénédictions, il rencontre Aoi et Bakura à la porte et promet de faire tout ce qu'il faut pour arrêter Kanaka. Kazuya pourra-t-il ramener Kiriha ou utilisera-t-il la perte de son harem pour entrer dans une phase de méchant juste pour détruire ceux qui l'ont nourri autrefois? C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour la prochaine.